même les gens me disaient mais putain, mais c'est quoi ta vie? T'es un mec parfait. Non, pas parfait. Mec à marier, c'est ça? Et c'est-à-dire que donc j'avais ce fameux cours de Derecho Mercantil, comme je te disais, et là il commence à... Con el accento, por favor. Con el acento, por favor. Et les contigo si quieres. Je parle pas si bien que ça espagnol, mais... Mais bon, on connaît le dicton, les États-Unis innovent et l'Europe réglemente. Ouais. Et la Chine copie. Pas une passion d'avouer, mais... Ouais, pourquoi pas. Enfin, des trucs atypiques. Toi, tu fais rien d'atypique. Peut-être, mais tu sais, c'est comme le con, il sait pas qu'il est con, donc peut-être que je fais des trucs et je m'en rends pas compte. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est chez moi ici. C'est chez moi. Non, c'est intéressant. Ce qu'on disait, c'est que Elon Musk n'avait pas d'immobilier et tu me faisais une réflexion, une phrase. Réflexion, le terme est un peu agressif, mais en même temps, tu m'as challengé. Tu m'as dit, c'est les pauvres qui font de l'immobilier. C'est vrai que t'as pas tort. Hein. Les pauvres, c'est 95% et 99% de la population mondiale, ou même peut-être plus, qui en effet n'a pas les moyens d'accéder sur d'autres sujets de financement pour la bourse, parce que la plupart du temps... Et attention, ça peut paraître arrogant, mais je m'inclus à l'intérieur aussi. Mais C'est-à-dire bien sûr, que bien sûr. pauvre dans le J'imagine. sens où, je veux dire, même la personne qui peut avoir 3-4 millions d'euros de Bien sûr. patrimoine, Oui. bon, en plus déjà si c'est du brut, faut regarder le net. Et c'est surtout que comparé aux vrais riches, entre guillemets, qui pèsent plusieurs milliards, Oui. 2 millions sur... c'est quand même... plusieurs... Enfin, 1 milliard, c'est quand même beaucoup de millions, quoi. Mais Donc bien quand sûr. tu fais 2 millions, Bien ça sûr. représente rien du tout sur Bien sûr. 1000 millions, 1 milliard. Ah, mais quoi. je pense que c'est une tranche de la population qui est en effet extrêmement riche, qui peut bénéficier de ces sujets-là, mais sur monsieur et madame tout le monde, Oui, bien sûr, ouais. l'immobilier c'est un bon sujet. Après, quand même, le crédit Lombard, tu peux en faire, c'est de plus en plus accessible. Pour tout le monde. Ouais. Moi, par exemple, j'ai fait, et en plus, tu fais des crédits de trésorerie, Ok. donc c'est pas des montants exceptionnels, T'as pu lever combien? l'équivalent de 100 000. Enfin, en réalité, 120 000. D'accord. Donc, c'est pas non plus énorme, Ouais. mais si tu les places en bourse, c'est pas mal quand même de Ouais, faire bien 120 sûr. 000 en bourse. Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr que, alors, l'immobilier, je dirais peut-être, j'irai un peu plus précisément sur le sujet. C'est peut-être l'immobilier résidentiel, d'habitation comme on le voit, qui va être plutôt pour des pauvres non, mais pour des gens qui débutent. Je sais pas si pauvre c'est le terme, mais pour les gens qui débutent, parce que c'est facile. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les gars. Quand tu fais du résidentiel ou du commercial, ou du résidentiel que tu loues à des entreprises, du commercial, du bureau, etc., des entrepôts, tu as des gros faiseurs dans le monde qui sont propriétaires massivement d'immobilier. Tu vois, tu parlais d'Elon Musk, Donald Trump est une des personnes les plus riches du monde. Et Il y avait a fait papa à fortune côté aussi. dans l'immobilier. Ouais, il y avait papa au départ, mais il n'en reste pas moins qu'il a fait C'est fortune le dans père l'immobilier. qui a Donc- permis de faire... Donc, je pense que de toute façon, après les sujets d'actifs, il y en a plein. La crypto, etc. C'est celui dans lequel tu es le plus à l'aise et celui qui te permet d'évoluer. Parce que la bourse, c'est un marché où tu peux aller plus vite, j'imagine. Tu peux faire des transactions en trading. L'immobilier, c'est plus long, mais en même temps, tu peux faire des coups plus gros. Il y a une profondeur de marché qui est sans commune mesure. Je sais plus le multiple, mais le marché boursier, c'est le marché immobilier, c'est X fois le marché boursier. Moi, j'ai regardé la profondeur de marché, mais c'est abyssal. C'est le plus gros marché au monde, et de loin. Donc, Après, ça dépend du type de marché. C'est-à-dire que si on parle du marché boursier que actions, moi, je parle de la capitalisation. voilà, alors, donc tu as des entreprises, Oui. marché actions. Voilà. Si après tu t'inclus dans la bourse... Toutes les entreprises qui ne sont pas Bah, capitalisées. non, même sans inclure les entreprises non capitalisées, donc qui ne cotent pas en bourse, si tu inclus vraiment tous les marchés financiers, matières premières, forex, Ouais. obligations, rien que le forex, tu vois, c'est 5000 milliards qui transitent tous les jours. Ouais. C'est quand même Bien sûr. énorme, quoi. Ouais, c'est des transactions. Après, la représentation Après, globale. en stock, voilà, combien- ça c'est des flux. combien c'est, tu Après, vois. il faut prendre en compte le stock. Voilà, Effectivement, c'est autre ça. chose. Et le stock, je sais pas de combien il est, mais c'est peut-être. Personne ne le sait. c'est- Tu peux regarder les données internationales, mais c'est jamais vraiment réel, quoi. Non, c'est vrai que c'est difficile, mais en tout cas, de toute façon, c'est des marchés qui ont une profondeur qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Ça, c'est Ah oui, non, mais ça, c'est une sûr. certitude. Et dans tous les cas, il y a de quoi s'amuser. C'est vrai que moi, c'est tout bête. Hein, c'était l'éducation. Mon père m'a toujours dit de faire ça, et c'est pour ça que je suis allé dans ce sujet-là. Après, c'est ancré en France. C'est-à-dire que Aussi. si tu avais été dans un pays anglo-saxon, je pense que tu Certainement. aurais une appétence
tu aurais une plus grosse appétence pour le domaine financier. En France, c'est beaucoup la pierre, c'est beaucoup... c'est un pays de propriétaires à la base par rapport à d'autres pays. Donc, alors, pas tant. Hein. Tu sais qu'en Europe, on est c'est 59%, je crois, un truc comme ça. Alors, le pourcentage exact, je ne l'ai plus, mais je sais qu'on est l'un des pays, sinon le pays où il y a le moins de propriétaires en France. Effectivement. Malgré tout, ça reste... Ça reste l'investissement préféré des Français. Je suis d'accord avec toi. En plus, j'avais vu les données aussi de l'INSEE. Et même moi, j'étais tombé de haut. Je me disais, putain, pourtant, je pensais que c'était un pays de propriétaires, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas les plus gros propriétaires, en tout cas, par rapport au reste des pays de l'Union Européenne, enfin, même de l'Europe. Ça reste l'investissement préféré des Français. Donc, bon, après... Et même si tu n'es pas propriétaire, en tout cas, tu as une appétence pour ce marché-là. Tu as envie de l'être. Et les gens, s'ils ne le sont pas, c'est par peur. Enfin, c'est pour plein de raisons. Mais bon... Ça, c'était l'intro, ça. Ça, c'était pour montrer qu'on continue la conversation. non, ceci étant dit, merci de me recevoir chez toi. Merci de m'inviter chez moi. Alors, le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Okay. Et l'idée, elle est très simple, c'est de remonter à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. C'est toi qui choisis. T'as quel âge, toi, d'ailleurs ? 27. 27 ans. T'es de 96 ? 97, ok. Et de remonter à ton premier souvenir d'entrepreneur et d'investisseur, moi j'ai 25, je suis de 98. Okay. T'es de quand en 97 ? Mars. Ok. 27 mars, c'était il n'y a pas longtemps. Ok, mais oui, je suis con, pourquoi j'ai dit 96 ? Bon, c'est pas grave. Si t'aurais pu le et donc de me remonter à ce premier souvenir, et ensuite, t'as fait de l'IMO toi d'ailleurs ? Ouais. Ok. Remonter à premier souvenir, remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Moi, en tant que castor, je vais mettre des barrages, qui sont en l'occurrence les questions. Et puis à la fin, on conclura, on a 2 questions habituelles, assez marrantes. Et donc, on pourra terminer là-dessus. D'abord, je te laisse remonter à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. C'est toi qui décides. Merci, cher Père Castor. C'est toi qui joues le Père Castor. Exactement, c'est moi le Père Castor. je suis le castor aujourd'hui. Okay. Castor qui casse, quoi. Alors, non, tu vois, pour reprendre l'analogie, tu es le Père Castor puisque tu vas nous raconter ton histoire. Moi, je suis le petit castor à côté qui va te poser les questions. Okay. Alors, mon premier souvenir, c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que si je remonte un petit peu, vu que c'est l'objectif, moi, j'ai pas eu d'éducation financière. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis issu, j'aime pas trop ce terme, mais je suis issu de la société, classe moyenne. Moyenne plutôt basse. Pourquoi ? Je t'explique. Moi, on est 3 frères. Okay. Donc, on était a priori de la classe moyenne avec des parents, une mère, un père. Ouais. Sauf qu'aux alentours de, quand j'avais 8 ans, mes parents ont divorcé. Ouais. Et mon père m'a mis à la porte quand j'avais 11-12 ans. Donc, je me suis retrouvé... C'est-à-dire ? Parce que si tes parents n'étaient plus ensemble, tu vivais pas chez ta mère ? Mes parents n'étaient plus ensemble, je vivais chez ma mère, mais je voyais mon père un week-end sur 2. Ok. Et t'as mis à la porte que toi ou... Il m'a mis à la porte que moi, mais les relations avec mes frères se sont dégradées. Bon, j'ai mon grand frère qui lui le voit toujours encore aujourd'hui, et mon petit frère et moi on le voit plus depuis une quinzaine d'années. Ah ouais. Tu l'as pas revu depuis ce jour-là ? J'ai peut-être entrevu, mais j'ai pas de relation, on s'appelle pas, on se parle pas, c'est très froid et j'ai pas de relation avec cette personne. Et je dis que c'est mon père biologique, mais rien de plus, quoi. Okay. Voilà. Puisque j'ai été élevé par une mère qui a joué le rôle de père et de mère. Okay. Donc ce que je dis, c'est que du coup, quand tu vois une mère avec 3 enfants adolescents, puisqu'il m'a mis à la porte, j'avais 11-12 ans, donc t'es adolescent à cette période-là. Et qui cumule 3 emplois pour pouvoir éduquer 3 garçons, qui mangent beaucoup quand on est adolescent. Ouais, c'est vrai. Tu dis... Encore aujourd'hui, t'es costaud, toi. Parce que je m'entraîne. Maintenant, je peux manger. Non, par contre, il nous a jamais manqué de rien. C'est-à-dire que ma mère a vraiment assumé ce rôle. Et moi, tu partais en vacances ? Non. Okay. Ma mère, c'était vraiment une grande déception pour elle parce qu'elle touchait le SMIC, 3 emplois. Et elle nous a toujours dit... Et t'étais où ? Dans le sud. À côté de Aix-en-Provence. Ok. Ah, t'es resté dans le coin alors ? Ouais. Okay. On est tellement bien, faut être con pour venir à Paris quand même. Pour le business. Voilà. Les connexions business quand même qui sont sans commune mesure. Par contre, je suis totalement d'accord. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Tu vivais avec ta maman, vous n'avez pas pu partir en vacances quand tu étais petit ? Les seuls trucs, moi, les vrais souvenirs que j'ai avec ma mère, c'est on allait au cinéma, on faisait des trucs comme ça. Mais j'ai vu ma mère se mettre à pleurer parce qu'elle dit j'ai jamais pu vous mener en vacances. Mais c'est pas grave, on a passé du temps ensemble, il y a d'autres choses plus importantes. Donc, j'ai vu ma mère trimer. Et à ce moment-là, tu vois, je me posais des questions. Je me disais comment je peux faire pour, premièrement, ne pas me retrouver dans cette situation. Donc, tu avais 11 ans ou tu t'es posé des questions plus tard ? Plus tard, je commence à me les poser plus tard. Quand tu as 11 ans, tu es trop jeune, je pense, pour te poser ces questions. Et même sur Internet... Ou alors tu peux te les poser, mais parce que ça a été insufflé par quelqu'un d'autre, je pense. Exactement. Mais moi, j'ai pas eu déjà pas d'éducation financière, pas une famille d'entrepreneurs, pas une famille d'investisseurs. Voilà, la seule chose que ma mère m'a inculqué étant jeune... C'est le travail. Le travail
et l'épargne. C'est-à-dire ma mère mettait beaucoup d'argent de côté, en tout cas le maximum possible. Beaucoup par rapport à ce qu'elle gagnait. Voilà, par rapport à ce qu'elle gagnait. Et ça, c'était vraiment impressionnant de se dire, putain, elle se retrouve jamais à découvert. Il y a 3 garçons, elle avait un crédit de 800 et quelques, qu'elle paye encore aujourd'hui, pour te dire. Parce qu'il a fallu racheter la part de mon père quand ils ont divorcé. Et du coup, j'avais pas vraiment cette mentalité, puisque je l'ai pas, personne ne me l'a inculqué. J'ai mon grand-père qui, lui, avait une entreprise, mais tu vois, c'était tard, et puis on se voyait pas non plus tous les jours, donc difficile de pouvoir m'inculquer en tout cas. Pas d'éducation directe en tout cas. Non, si ce n'est le travail dur et l'épargne, mais une mauvaise épargne entre guillemets, c'est-à-dire livret A, PEL, LEP, etc. Elle faisait avec ce qu'elle savait. Exactement, parce qu'elle n'a pas eu d'éducation financière non plus. Par contre, sécurité quoi. Sécurité, mais parfois, comme on dit, choisir la sécurité, c'est s'assurer de perdre son argent à cause de l'inflation notamment. Bien sûr. Donc finalement, moi quand je me suis... Mais psychologiquement, c'était peut-être la solution pour elle pour se sentir bien. Bien sûr, et aujourd'hui, maintenant je l'aide en tout cas pour investir en bourse, elle a son PEA, etc. Elle fait de l'immobilier ? Hormis sa résidence principale, non. Donc je suis en tout cas le seul dans la famille à faire immobilier, bourse, crypto, etc. Ils font quoi tes frères aujourd'hui ? Alors mon petit frère, lui, il est sur son projet pour lancer sa marque de vêtements. Et mon grand frère, lui, il a une boîte de lavage automobile. Donc pareil, c'est marrant, il y a eu un peu d'entrepreneuriat alors. Exact. Alors je pense que j'ai contribué aussi parce que je me suis lancé en premier, et puis après ça a permis aussi d'avoir ce cercle. Cette émulation, Et du coup, pas d'éducation financière, mais ma mère m'inculquait de mettre de côté, donc j'ai beaucoup, pour mon âge, je mettais de l'argent de côté, et à peu près 18 ans, tu vois, je me retrouvais avec 1000 et quelques de côté. C'est pas énorme. J'ai réussi à mettre un petit peu plus au fur et à mesure, et après je me suis intéressé à la bourse dans un premier temps, l'immobilier aussi, parce que je commençais à avoir des trucs sur l'immobilier, et je me suis dit, entrepreneuriat, immobilier, investissement, c'est peut-être la solution, et là je me suis lancé. Alors, pour recontextualiser, moi je suis parti 1 an en Espagne. J'ai des origines espagnoles, mais j'ai terminé ma licence de droit en Espagne. Donc, je fais des études de droit. Je fais un master de droit des affaires, master gestion d'actifs. Gestion de patrimoine. Après, j'ai fait un DESU, donc un diplôme d'études supérieures universitaires, gestion d'actifs et de fortune. Et j'ai passé l'AMF. Et en fait, ma dernière année de licence de droit, je l'ai passée à Madrid. Ah, c'est marrant que tu aies fait ça, parce que pour le coup, dans l'écosystème, il n'y en a pas 15 000 qui ont suivi des formations de ce type-là, donc cool. Donc j'ai un parcours juridique et financier du coup, et j'étais à la Complutense à Madrid, et là-bas j'ai eu un cours de ce qu'on appelle, c'est le Derecho Mercantil, c'est du droit des affaires si tu veux. Et à ce moment-là, en plus, je commençais à m'intéresser à ce sujet. Et donc on était en 2018 ou 2017 du coup, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. T'as été diplômé en 2018 ? T'as un master ? C'était une classe alors ? Non, licence, j'ai terminé ma licence. Ta licence en Espagne, c'était la 3e année. J'ai terminé ma licence en Espagne. Bah c'est ça, moi j'ai 1 an de moins et j'ai terminé... t'as dû terminer en 2018, ta licence, si t'as pas redoublé. Ma licence en 2018, après 2019 Master 1, 2020 Master 2. Et j'ai fait les 3 France. En France. Et je voulais rester en Espagne. Après, je me dis, j'aurais peut-être plus de débouchés parce que tu es obligé de faire du droit international. C'est pas ce que je voulais faire. Hormis peut-être de la fiscalité internationale. Mais bon. Du coup, je suis rentré à mon grand regret. Et tu as monté une boîte parce qu'aujourd'hui, je sais que tu as ta chaîne YouTube, tu as le studio ici de podcast et peut-être d'autres business dont tu vas me parler. Mais tu as monté une boîte où tu fais du conseil en gestion de patrimoine, justement, aujourd'hui. Un cabinet de gestion de patrimoine. On va y revenir. Ah, trop cool, je savais pas. Et du coup, donc j'avais ce fameux cours de Derecho Mercantil, comme je te disais. Et là, il commence à... Con el accento, por favor. Con el acento, por favor. Voy a Madrid en 2 semanas. En 2 semanas vas a Madrid. Sí. Vale, sí. Pues iré contigo si quieres. Je parle pas si bien que ça espagnol, mais... Et donc j'avais ce cours-là, et en fait il parlait de sujets financiers, si tu veux, donc c'était des lettres de change, la bourse, etc., mais d'un point de vue juridique. Donc les contrats juridiques, qu'est-ce que la lettre de change avec le tireur, etc., etc. Et là, ça m'a super intéressé en fait ce cours. Et j'ai commencé à m'informer vraiment sur le sujet. Et ça m'a passionné. Donc genre YouTube ou voilà, après j'ai commencé à regarder des bouquins, vidéos YouTube. Machin, moi j'adore lire, donc ça c'est aussi ma mère qui me l'a inculqué de lire beaucoup. J'ai toujours beaucoup lu et j'adore lire, et aujourd'hui j'essaie de lire le maximum possible. Et donc à ce moment-là, je me dis, je vais commencer à investir en bourse. Donc j'ai commencé le plus tôt possible, j'ai ouvert mon PEA jeune, et après le PEA est devenu PEA classique. Et je voulais commencer par de l'immobilier, mais finalement je me suis dit, ce qu'on se disait, c'est quand même c'est de la merde l'immobilier. Non, mais c'est vrai que l'immobilier,
c'est particulier. Ouais. Et moi, finalement, je me suis plus retrouvé dans la finance. Ouais. J'ai un profil plus financier. Ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et là, j'avais des notions juridiques et finance par mes études et par le fait d'être autodidacte aussi, parce que j'essaie de m'informer le plus possible sur ce sujet. Et moi, quand il y a un sujet qui me passionne, j'essaye de le creuser de A à Z pour comprendre exactement comment ça fonctionne, les tenants et les aboutissants, et pourquoi ça fonctionne comme ça. Et ma mère me disait, même quand j'étais petit, chaque fois je lui posais des questions, pourquoi ça, pourquoi, pour m'informer constamment. C'était un peu pareil, je crois. Voilà, la curiosité. Ah, mais il y en a plus ou moins. Et moi, elle me disait, mais vraiment, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à parler. Je parlais pas. Ah ouais? Ouais, je parlais pas. Elle allait même voir le pédiatre et elle lui demandait mais pourquoi il parle pas et il lui disait ne vous inquiétez pas, il emmagasine et après il arrêtera plus. Effectivement, quand j'ai commencé à parler, je posais des questions constamment. et donc je m'informais sur le sujet et je me suis dit bon, maintenant j'ai pas eu d'éducation financière. Par contre, j'ai pu l'acquérir par le fait d'être autodidacte, d'apprendre, Parcours etc. scolaire aussi indirectement. Quand même. Indirectement, mais beaucoup moins quand même, parce que finalement, tu te rends compte que les cours, c'est très théorique. Ouais. Et moi, je me retrouvais Après, ça te donne une structure. Ouais, ça par contre, c'est génial. Ça te permet de savoir rédiger. Surtout en droit. Franchement, ça fait la différence. Aujourd'hui, quand tu écris un mail, ça fait la différence parce que tu utilises les bons mots de vocabulaire, tu fais pas de faute d'orthographe, tu écris un mail propre. C'est con, c'est du détail. Alors peut-être que ça prend pas 5 ans d'apprendre ça. Mais tout ça mis bout à bout, les langues, tu vois, t'es allé en Espagne, tu parles espagnol. Souvent, c'est vrai qu'on a du mal avec le système scolaire. Il est très largement imparfait. Et parce que souvent aussi, on sait pas qui est le client. Enfin, on se pose pas la question de qui est le client, mais finalement, tu vois, moi j'ai fait une école de commerce, c'est les grandes entreprises. Les mecs, ils partent tous dans des boîtes d'audit derrière. Donc, clairement, c'est dans cet intérêt-là que ça a été constitué. Et c'est OK. Mais je pense qu'il y a quand même des choses, tu vois, la classe préparatoire, moi, quand je l'ai fait, sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué de lancer des choses derrière. Bien sûr. Et ça permet malgré tout quand même de crédibiliser un petit peu vis-à-vis d'un certain public, peut-être moins le public jeune, mais un public un peu âgé. Non, je pense que quand même le public jeune est quand même fait peut-être moins attention. Il est un peu sensible. Tu vois, tu dis que t'es conseiller en gestion de patrimoine, t'as fait ton master en gestion de patrimoine, bah quand t'ouvres la bouche, on t'écoute un tout petit peu plus. Ça fait quand même un peu la différence malgré tout. Totalement. Donc, et donc, avec toutes ces informations emmagasinées, entre guillemets, bien que tu apprends toute ta vie, et je n'ai pas la prétention de tout savoir, évidemment, non, c'est la courbe Dunning-Kruger, tu as la pyramide de la stupidité où tu crois tout savoir, tu redescends, tu es un peu plus humble et tu dis en fait je sais rien, etc. Donc, j'ai pas la prétention de tout ça. Ouais, je pense que je suis toujours au plus bas. Je crois, j'ai l'impression qu'on a tous l'impression d'être là. C'est justement avoir cette humilité de se dire j'ai encore tellement de choses à apprendre. Mais je pense que d'ailleurs dans cette courbe, de manière générale, la personne qui progresse et qui continue d'avancer a tout le temps le sentiment d'être à cet endroit-là. Ah bah oui, parce que tu dis putain toutes les connaissances qu'il y a à avoir. Et jamais tu pourras tout savoir. Et à chaque fois que tu, je pense que le moment où tu continues, où tu penses que justement tu es installé dans un des sujets de la courbe qui est ascendante de nouveau, c'est là où justement tu perds cette humilité et tu as un apprentissage qui est moins important et peut-être tu perds tu te refermes un petit peu à la connaissance alors que ça évolue constamment. Et donc, arrivé à ce stade, je me suis dit, écoute, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube pour essayer, parce que moi comme j'avais cette approche pédagogique, j'aime beaucoup... Tu l'avais jamais fait avant ? Non. T'avais jamais fait de vidéo à 10-12 ans sur YouTube ? Non, jamais. Par contre, j'aimais beaucoup expliquer les choses, parce qu'en expliquant, t'apprends aussi. Et parce que j'aime bien avoir cette pédagogie. Et puis je me suis dit, autant lier un sujet qui est un peu chiant et qui intéresse pas trop, plus aujourd'hui, mais pas trop avant, en 2018 quand je l'ai lancé, et expliquer des concepts sur apprendre à épargner, apprendre à investir, etc. Aujourd'hui, la chaîne a un petit peu évolué, c'est-à-dire c'est plus des analyses géopolitiques, géoéconomiques, etc. Et forcément, quand tu as expliqué comment épargner, comment investir 15 fois, ça saoule un petit peu. Et donc voilà, j'ai travaillé tout l'été 2018 sur ce sujet. Et en septembre 2018, je crois que c'était le 9 septembre 2018, j'ai lancé la première vidéo. Et donc là, à ce moment-là, tu étais en Master 1 en plus. Tu n'avais pas fini les études encore. Ok. Et là, cette chaîne, elle a connu une croissance forte. Qu'est-ce qui s'est... Globalement, la chaîne, si tu veux, c'est toujours très lent. C'est linéaire au début. Après, c'est exponentiel. Donc, elle a explosé surtout avec le Covid, parce que les gens en fait se sont mis à s'intéresser au sujet. Aujourd'hui, elle est en stagnation. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit peu arrêté de faire autant de vidéos qu'avant. Mais là, il y a 215 000 abonnés. Donc, c'est le maximum que tu as eu ou ça a eu... maximum 215 000 abonnés. C'est beaucoup, hein.
T'es présent que sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux? Sur YouTube, moi j'ai commencé à me focaliser sur YouTube. On est quand même sur Instagram, je crois il y a 18 000 abonnés. Ok. TikTok, je sais pas du tout. Je suis sur LinkedIn, mais LinkedIn, j'ai 3000 personnes qui me suivent. Après, c'est Céline, ma compagne, qui s'occupe de toute la communication, donc je suis plus trop au fait, quoi. Ok. Mais alors du coup, ce premier souvenir d'entrepreneur, c'est marrant parce que assez souvent, il y a quelque chose de marquant, genre tu commercialises quelque chose, etc. Toi, t'es plutôt parti d'un souvenir personnel où justement tu t'es dit il faut que je me sorte de cette situation parce que ou sortir, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai pas envie de tendre vers ça, donc quelle solution je peux trouver pour pouvoir alors concrètement, est-ce que ce premier parcours entrepreneurial, est-ce que tu le matérialises par l'ouverture de cette chaîne YouTube qui finalement serait indirectement ton premier souvenir, mais je dirais le passage à l'action par rapport à ce qui avait été fait avant où ça avait plutôt été une réflexion? Ou est-ce qu'il y a eu un autre moment, il s'est passé quelque chose? Je sais pas, est-ce que t'as pas vendu tu souris, donc oui, je vais le dire, de la drogue, non, mais ça aurait pu être des chaussures, ça aurait pu être, je sais pas, moi tu vois, on allait en Andorre en vacances au ski, alors pour le coup j'ai pu aller en vacances, et on achetait des cigarettes, je les revendais au black, donc bon, c'était pour gagner 50 €, mais ça permettait à une époque. T'as jamais eu de sujet comme ça? Non, c'est vraiment le démarrage, on va dire que c'est là, parce que je voulais vraiment finir mes études. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais dans études, sport, lecture. J'avais pas tiré rien, c'était que ça. Ok. Et même les gens me disaient, mais putain, mais c'est quoi ta vie? T'es un mec parfait. Non, pas parfait. Mec à marier, c'est ça? Mais c'est-à-dire que j'étais vraiment focus. Tu vois, quand j'étais en Espagne, je m'entraînais tous les jours, 2 heures par jour. Ce qui fait beau aussi. Ouais, bon après je sortais pas non plus énormément. Hein. Ah ouais? Tu fais pas la fête, toi? Je suis jamais allé en boîte. C'est vrai? Tu bois pas d'alcool? Non. Ok, jamais bu? J'ai bu, mais je me suis jamais bourré. Ok. Non, j'ai horreur de l'alcool et de la cigarette. Tu fumes pas? Non. Ok. Ah, c'est bon. Et du coup, je m'entraînais tous les jours. J'avais cours le soir en Espagne. Tu sais, des fois, je finissais les cours à 20h, 21h. Ouais. Donc, je démarrais aux alentours de 14, 15h. Donc, le matin, je me levais, je mangeais, j'allais à la salle, je m'entraînais. Ok. Et je faisais ça tous les jours. Tu fais plus ça aujourd'hui? Je le fais, mais un peu plus compliqué avec l'entrepreneuriat. Ça prend quand même beaucoup de temps. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Donc, après, tu peux moduler ton planning. Oui, mais après, c'est pas que je peux pas, c'est une question de choix. C'est que j'en ai peut-être moins envie. Ouais, c'est ça. Mais j'essaye de le faire le plus possible avec Céline, ma chérie. On essaye d'avoir un rythme de vie quand même suffisamment sain et c'est un tout, c'est-à-dire que souvent l'entrepreneuriat est quand même lié au sport, à une manière de vivre, être carré. De toute façon, moi je suis rappelé par mon corps déjà parce que j'ai des douleurs, mais ça c'est autre chose. Mais de toute façon, de manière générale, je le vois bien quand je calme l'activité sportive ou ce type de sujet. Parce que même si j'ai du ventre, malgré tout, je fais quand même du sport. Et ben en fait, quand je calme ces sujets-là, parce que je pense que tu as aussi une pression de stress, etc. Donc ça fait du bien d'évacuer à travers du sport. Quand je le calme ou que je le fais moins ou quasiment plus, en fait, je me retrouve dans une situation où je procrastine et j'arrive à moins avancer. Donc finalement, là où le sport, on dit c'est bien pour la santé, certes, mais c'est aussi très bien au sens large, pour le travail. Bien sûr. Et finalement, avoir une bonne hygiène de vie, c'est aussi s'assurer une bonne productivité derrière. Donc assez souvent, on se dit ah ouais, machin, c'est pour le corps, etc. Mais c'est pas que pour ça, hein, c'est aussi pour l'esprit. Hein. Totalement. Et ça joue beaucoup. Hein. Ah bah, si t'es pas en forme, tu vas moins travailler, et si t'es plus dans ton entreprise, que tu vas travailler, moi j'en ai vu plusieurs des personnes faire ça, après c'est des choix, mais c'est ce qu'on disait, tu vois, ce midi. Ça sert à rien d'être au bureau le matin de 7h et de terminer à 22h si t'as aucune productivité. Bien sûr, totalement. T'as des personnes, tu vois, justement, qui font ce 2 heures de sport tous les jours, qui travaillent 5-6 heures par jour, un peu plus, mais bon, entre 4 et 8 heures, d'avoir une journée normale et qui ont des résultats exceptionnels. Totalement. Parce qu'ils ont une productivité. Ce que je veux dire, c'est que si tu as des problèmes de santé, tu n'auras pas la présence d'esprit d'être dans ton entreprise, de savoir comment, est-ce que ça se passe bien, pas bien, parce que ta principale préoccupation, c'est ta santé. Donc, c'est d'abord être en bonne santé pour pouvoir ensuite être efficace dans ton travail. Bien sûr. Que tu sois entrepreneur, employé ou quoi que tu fasses, de tous les cas. Hein. Et d'ailleurs, je pense que pour beaucoup, alors c'est difficile, mais je pense que pour beaucoup de personnes qui sont dans une situation où ils ont envie de changer, le sport peut être un premier facteur assez simple à mettre en place, qui permet justement d'avoir une routine différente, de se motiver sur ces sujets-là et qui permet justement d'aller côtoyer aussi d'autres profils qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer dans son quotidien et qui peut permettre de faire évoluer son choix. Alors après, est-ce que c'est pour faire une autre carrière ou autre chose, ça regarde les gens, mais je pense que c'est bon moyen de changer de milieu social si on le veut. Exactement. Donc du coup, tu as monté ta chaîne en 2018. Ouais. Ok. Le nom, ça a toujours été le même d'ailleurs ? Ouais, Librairie Riche. Alors au départ, je le dis parce que
même moi aujourd'hui, tu vois, je me dis putain, quand même, le nom c'est très putaclic, etc. Ouais, ça va. Ouais, mais selon les personnes, alors il y a des personnes qui vont. C'est rigolo parce que bon, c'est toujours comme ça, t'as cette dichotomie entre les personnes qui vont te dire putain, c'est génial, et des personnes qui vont te dire pour qui il se prend, etc. Alors que j'ai pas du tout la prétention parce que ça peut rabaisser, tu vois, certaines personnes. Ah, parce que si je suis pas à librairie, je suis pauvre et con, ou si. Alors moi, je vais te dire, alors c'est peut-être con, mais je sais pas, moi quand j'entends librairie, j'entends librairie, et du coup, je sais pas si c'est fait exprès, mais du coup, ça me fait penser à des livres, et du coup, j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si c'était l'idée, mais en tout cas, c'est exactement ça. Du coup, j'allais en parler. Comme je te disais, ma mère m'a inculqué cet amour de la lecture. Donc j'ai toujours adoré lire. Pendant un moment, sur mes meilleures périodes, je lisais environ, en moyenne, 1 livre par semaine. Et ça m'est arrivé de lire 5 livres dans la semaine. Donc je me torchais. J'ai reçu Mohamed Bouclé en podcast, je sais pas si tu vois qui c'est, il fait de la lecture rapide. Ah, ça c'est super intéressant. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Je l'ai vu, il faisait des pubs ou un truc comme ça. Ah bah oui, il arrose en pub. J'ai vu, il t'apprend, son record, c'est un livre de 200 pages en 16 minutes. Oh, ça c'est un autre niveau, j'ai pas la prétention d'être à ce niveau-là. Il a été vice-champion du monde de lecture rapide. Oui, bah, effectivement, j'avais vu. Il a une école. Il forme les gens à la lecture rapide. Bah, ça peut être intéressant parce que. C'est un copain, tu me diras à la sortie, on en parlera. Mais, avec plaisir. Et je pense qu'il accompagne, ça marche bien en tout cas. Donc j'imagine que ce qu'il propose, c'est qualitatif. J'imagine aussi, ouais. Et bon, moi je fais pas en lecture. Il apprend d'ailleurs, pardon de te couper, mais c'est vachement intéressant parce qu'il apprend pas que la lecture. Justement, il est dans tout l'écosystème et il apprend à apprendre. C'est ce qu'il aime bien dire. Et c'est vrai que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est comme quand tu vas te buter à apprendre un truc, mais qu'il n'y a pas de stratégie derrière. Tu connais la méthode du palais ou pas ? Vas-y, dis-moi en plus. En gros, la méthode du palais, c'est tu fermes les yeux et t'imagines que tu t'imagines une pièce que tu connais bien, donc souvent c'est la chambre, où tu vois par exemple peut-être cette pièce à force tu commences à la connaître par cœur, et en fait tu identifies par exemple pour des sujets d'économie ça marche bien, ou toi même des sujets de droit ça marche très bien, t'as besoin d'apprendre plein de trucs, genre pour ton syllogisme qui soit fait de la bonne manière, etc. T'as vu, je l'ai calé pour montrer que j'avais fait le droit. Et en fait, pour caler tous ces mots, les articles, etc., ce que tu fais, c'est que quand vas-y, tu vas voir, ça marche. Ferme les yeux sur les. Tu penses à, par exemple, ta chambre. Et quand tu ouvres la porte de ta chambre, en bas à gauche, tu vois quelque chose. Je sais pas, tu vois une table de chevet, un lit ou peu importe. Et en fait, tu vas mémoriser la couleur du drap, la lumière que tu as sur la table de chevet, ce qui est posé sur ta table de chevet, je sais pas, un verre d'eau, que sais-je, machin, tout ce que tu as, ton bureau, etc. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu colles un article ou un mot de vocabulaire que tu as besoin de retenir sur ces sujets-là. Donc ça peut être sur la poignée de porte parce que c'est la poignée de porte que tu as en tête, ça peut être sur le lit, etc. Et donc ça permet de vraiment retenir beaucoup plus facilement parce que du coup, dans ta tête, tu te dis, ok, l'article 237-4 du Code civil, et en fait, il est relié à la lumière, à l'ampoule de la table de chevet. Et du coup, ça te permet de retenir. Je connaissais pas ça. Tout un tas de méthodes comme ça qui marchent bien et qui font que ça décuple ta productivité. Qui t'a inculqué Mohamed, tu as dit ? Alors moi, Mohamed, j'ai pas suivi ce qu'il a fait. Par contre, c'est en classe préparatoire, j'avais lu un livre d'un mec qui avait fait HEC et qui préconisait tout un tas de méthodes d'apprentissage. Parce qu'en prépa, évidemment, tout comme le droit d'ailleurs, t'as beaucoup de choses à apprendre par cœur. Et en l'occurrence, ça marchait très bien. Je me souviens très bien sur les sujets d'économie. Je le faisais beaucoup parce que t'as tout un tas de théories. T'en citais une tout à l'heure, mais t'as tout un tas de théories à apprendre, etc. En droit, ça marchait très bien aussi. Et donc après, tu te dis, ok, la chambre chez papa, c'est le droit. La chambre, c'est maman, c'est pas que les meubles, ils bougent de place, du coup. Mais oui, c'est vrai. Mais en général, en fait, on se rend pas compte. Mais parce que vu que tous les jours, c'est comme, tu sais, le film, merde, comment ça s'appelle pas Distraction, mais avec Will Smith et Margot Robbie. Je sais pas si tu l'as vu. En gros, c'est un film. En fait, si tu veux, il y a un moment donné, ils veulent escroquer un peu un mec qui est fan de paris. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils lui demandent en gros, ils font des paris avec lui. Et à un moment donné, ils parient un truc insensé, genre ils parient 2 ou 4 millions d'euros, $. Ah, l'Asiat. Oui, exactement. Ouais, putain, comment il s'appelle tu vois le film. Ouais. Et tu sais, ils te disent machin, et en fait, toute la journée, le mec, ils l'ont matrixé parce qu'ils lui ont mis le numéro devant les yeux toute la journée. Ouais. Mais en fait, on a tout ça, on s'en rend pas compte. C'est biais cognitif. Ouais, mais du coup, on travaille là-dessus parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Mais vu qu'on passe du temps dans la chambre, dans la pièce de vie, en fait, on s'en rend pas compte. Mais quand on ferme les yeux, on a mémorisé la pièce. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. On est plein de biais cognitifs. D'ailleurs, Daniel Kahneman, dans Système 1, Système 2, de vitesse de la pensée, qui est mort là il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais, je connais pas, ok. Super intéressant, très bon livre. Ouais. Et d'ailleurs, toutes les méthodes de manipulation, d'influence actuelles,
pas toutes, mais la plupart se basent sur ses travaux. Ok. Et il travaille avec Alex Tversky, qui est aussi donc son Connais pas non collaborateur, plus, mais qui est ok. décédé aussi. Ok. Et c'est le premier prix Nobel d'économie sans Ok. être économiste. D'accord. Voilà, lui fait tout ce qui est psychologie, etc. Ah, hyper intéressant. Et donc il parle de tous ces biais Mais ça, cognitifs. c'est comme le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais, Tu l'as lu? Ouais. Mais ça, c'est. C'est le premier livre que j'ai recommandé à ma compagne. Ah, mais il est, il est il est génial. top ce film. Ce livre. Il est top parce que c'est des conseils. En fait, c'est basique. Tu te dis, mais c'est évident Mais qu'il oui. faut faire ça. Mais oui, c'est ça. Mais parce qu'on te l'a pas dit, tu l'as pas forcément intériorisé, tu l'as pas conceptualisé, tu le fais pas. Moi, ça me sert beaucoup dans les mails. Des Ouais. fois, quand j'ai envie d'écrire des mails et que t'as envie t'es vénère un peu, tu dis ok, vas-y, prends ton temps, machin. Déjà, attends peut-être 1 ou 3 jours. À la méthode juridique, c'est de laisser un C'est petit ça, peu pour c'est ça. Et ça marche bien. laisser. Et ça marche vachement bien. Et c'est vrai qu'il dit il y a quelque chose de très marquant dans ce livre-là. Il te dit quand tu exprimes quelque chose à quelqu'un et que tu dois lui expliquer comment dire. Bon, je sais pas, je pars dans un sujet là, je sens que je me suis perdu tout seul. Bon, je te laisse la main parce que tu vois, je parle trop. Allez, c'est pas grave. Je conceptualisais un truc et j'ai pas réussi à l'avoir. Tu as monté cette chaîne. Tu lisais beaucoup de livres. Moi, j'essaye de lire toujours moins, mais autant. Ok. Ouais, donc tu continues à lire, etc. Structurellement, en termes de business aujourd'hui, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu as fait parce qu'une chaîne YouTube, il faut que tu vives. Ouais. Comment tu as fait pour développer tout ça et c'est quoi ton écosystème aujourd'hui? Alors, l'écosystème aujourd'hui, donc, j'ai créé la chaîne YouTube et comme j'avais pas cette, tu vois, j'ai pas eu, on m'a pas inculqué le fait de pouvoir gagner de l'argent, d'avoir des manières de gagner de l'argent. Moi, quand j'ai créé la chaîne YouTube, je me suis dit, ok, je veux me lancer dans ce domaine, tout ce qui est économie, finance, du droit, parce que c'est quand même lié, ça m'intéresse, je vais lancer cette chaîne. Et au début, c'était pas très clair dans mon esprit. Je savais pas exactement ce que j'allais faire, mais j'avais quand même l'intention, pourquoi pas, de faire des formations, d'ouvrir un cabinet de gestion de patrimoine, etc. Mais il fallait clarifier tout ça. Donc j'ai créé la chaîne, en plus je faisais mes études à côté, je terminais, donc je me suis dit, bah, écoute, c'est pas plus mal, ça va se clarifier avec le temps, les mois passent, les années, et après, à ce moment-là, je termine mes années de master en gestion de patrimoine, en plus je passe la MF et gestion d'actifs et de fortune, et là c'est clair et net dans ma tête, je veux faire quoi? La formation plus poussée, parce que dans des vidéos de 10-15 minutes sur YouTube, c'est pas possible. Et à côté, je me suis dit, pourquoi pas lier avec le cabinet de gestion de patrimoine. Donc c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a un organisme de formation, un cabinet de gestion de patrimoine. Donc c'est quand même lié parce que tu as cette touche pédagogique où je t'explique les choses et le CGP. Alors après, il y a CGP et CGP, tu vois, c'est comme les agents immobiliers. La plupart, excusez-moi, c'est des branquignols. Ils n'ont même pas la carte T, ils n'ont même pas la carte G, ils n'ont rien du tout. Et ils se prétendent CGP. En fait, c'est des conseillers immobiliers, mais bon, ils ne conseillent pas grand-chose. Et les CGP, c'est pareil. La plupart, d'ailleurs, tu as une étude de l'AMF qui te dit des CGP, des vrais CGP indépendants, et qui se rémunèrent au travers d'honoraires, ça représente 6% de tous les CGP. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est-à-dire que donc 4... pour prorata, ça doit être quasiment l'équivalent de la même chose. Enfin, ça doit être similaire en immobilier, je pense. Hein. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais certainement. Oh, t'as une grosse proportion qui n'a Qui n'ont pas de carte T. Ouais. Ouais. Moi, j'ai la carte T, tu vois, et quand je parle avec des agents immobiliers, je dis, mais carte T, limite, ils se disent, c'est quoi ça? Mais tu sais que tu n'as pas le droit de faire de l'immobilier, tu n'as pas le droit, en tout cas, de faire la transaction immobilière si tu n'as pas la carte T, quoi. Ouais, bah t'as le droit de le faire à part Oui, l'intermédiaire tu peux le d'un faire, réseau, mais tu peux pas être l'intermédiaire d'un acheteur et d'un vendeur, quoi. tu en bénéficies parce que tu es dans un réseau, tu voilà, pourrais pas le faire exactement. tout seul. Sauf si on te fait une délégation de Voilà, carte c'est T, ça. ce qui se fait la plupart du temps. C'est ça. Mais C'est pour ça t'as pas tous les d'ailleurs, contrôles. c'est pour ça que les modèles type IAD, enfin les Oui, modèles IAD, mandataires Safety, fonctionnent très bien, bien parce sûr. que justement les gens n'ont pas les diplômes Ouais. et que ça leur permet Sauf de... que le mec qui a la carte T, il est obligé de se taper des heures de formation. Toi, tu es censé les faire, mais on vient pas te contrôler. Alors que le mec qui a la carte T, on va le contrôler. Oui. Alors après, à une plus ou moins grande fréquence, parfois jamais, mais évidemment, ça, c'est au bon vouloir du régulateur. Et donc, je disais, oui, voilà, j'ai la chaîne YouTube. Et après, je me suis dit, ça va devenir un vecteur d'acquisition. Ouais, bien sûr. Puisque je commence à avoir, entre guillemets, de la notoriété. Ouais. J'avais une centaine de milliers d'abonnés. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah écoute. Donc là, centaines de milliers, c'était à la fin de tes études à peu près? Ouais, j'ai terminé les études, je devais avoir 120 000, 110, 120 000 abonnés dans ces eaux-là. Ok. Et du coup, je me suis dit, le CGP, voilà, ça permet de revenir à ce que je disais, le CGP,
le vrai CGP pour moi, pas celui qui vend des assurances vie, du Pinel à tout va et le mec qui revend pour avoir les plus grosses rétrocessions. Le vrai CGP. Parce que c'est la réalité du marché, tu viens de le dire. Enfin, c'est vrai que des fois, on en parlait encore ce midi, ça m'énerve aussi de voir ces sujets-là. C'est que les personnes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand ils vendent des produits financiers. J'ai un pote qui est conseiller en gestion de patrimoine. Mais plus c'est de la merde, plus les rétrocessions sont importantes. Totalement. Donc, tu vends des SCPI chargés comme jamais parce que derrière tu te prends 10%. Évidemment que tu vas les vendre. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de ton client ? Ouais, et puis ça dépend aussi de ta philosophie. Comme la plupart, quand ça touche à l'argent, ils ont aucune race. C'est rarement des personnes qui... race, les mecs. Parce que c'est machinalement, ils vont dans ce métier parce qu'ils disent je vais faire de l'argent, tu en perds, m'en bats les couilles, excuse-moi du terme. Là, on regardait le truc de cash investigation, tu vois toutes les raclures avec le copy trading et les conneries du genre. Il est sorti ? Vous êtes vraiment des saloperies. Quoi. Ah ouais ? Vous êtes des saloperies. J'ai vu des extraits sur des... Regarde-le, il est intéressant. Ah ouais ? Intéressant. Et du coup, non seulement ça porte préjudice à la bourse, parce que la bourse, c'est pas le copy trading, premièrement, et ça porte préjudice aux créateurs de contenu, à l'écosystème et aux influenceurs. Moi, j'aime pas trop le terme d'influenceur, je préfère créateur de contenu, parce que j'ai pas la prétention d'influencer, même si effectivement tu peux influencer au bout d'un moment quand tu atteins une certaine notoriété, mais tu dis, les mecs, par vos conneries, vous portez préjudice aux personnes qui font du bon travail et du vrai travail. Copy trading, tu vas être millionnaire au bout de 2 ans. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, ce que je disais, donc le vrai CGP, il est censé avoir cette touche pédagogique, c'est-à-dire expliquer les choses. Tu sais, c'est un petit peu comme la pyramide de Maslow. Donc, tu as les besoins fondamentaux, ça serait les connaissances, si tu veux. Et au fur et à mesure que tu creuses le sujet, là, tu optimises. Comme les personnes qui viennent te dire je paye trop d'impôts, je vais optimiser mes impôts. Attends, il y a plein de choses à faire avant. Est-ce que ton régime matrimonial, il est optimisé ? Est-ce que tu as peut-être des donations, des successions, un testament, tes pacsés, tes concubinages ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es en concubinage, tu as des enfants, une résidence principale. Qu'est-ce qui se passe si tu décèdes ? Ta compagne, tu sais qu'elle se retrouve à la rue avec les enfants parce qu'elle va se retrouver copropriétaire avec les beaux-parents. Et si ça se passe mal avec les beaux-parents ? Là, bien sûr. Plein de problèmes vont se poser. Donc, il y a plein de sujets à traiter avant même de parler de fiscalité. Donc, toi, tu t'occupes de ça aujourd'hui dans ton cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Donc, tu as la partie pédagogique, d'où les formations. Ah, donc ça, tu le proposes déjà en formation ? En formation. D'accord, ok. Donc, bon, après, c'est ce que tu appelles les formations finance ? Tu as la formation finance, immobilier, on fait de la crypto aussi. Et après... Une fois que les personnes ont ce socle... Alors, sur ces socles-là, est-ce que tu l'enseignes dans l'immobilier, tu l'enseignes dans la finance, dans toutes tes formations ? Tu as un socle de base et ensuite tu as une spécialité ? Ce socle-là, si tu veux, c'est le socle de l'investissement, de connaissances, base financière, immobilier, crypto à connaître. Donc celui-là, il est dans les 3 ? Ouais. Okay. Et ensuite, quand tu veux creuser le sujet, parce qu'il faut le personnaliser, c'est-à-dire toi, ta situation civile n'est pas la même que la situation civile de Jean-Pierre, Jean-Paul ou qui tu veux. Donc là, par contre, une fois que tu as ce socle de connaissances, si je te parle de bourse, je te parle, je sais pas moi, de LMNP, tu comprends de quoi je te parle. Et là, maintenant, tu approfondis le sujet, tu rentres dans le détail, et là, c'est par rapport à ta situation, si tu veux, où là, effectivement, tu as un accompagnement. Ok, et donc toi, du coup, tu as cette première formation qui est une première source d'information justement pour ces investisseurs, ces entrepreneurs en devenir, etc. Et ensuite, après, ils peuvent venir te voir sur ton cabinet. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un complément. D'accord. Donc, il y a de la formation. Ils ont compris l'importance de ce socle de connaissances et ils ont besoin d'accompagnement. Et il y en a qui viennent directement dans ton cabinet de conseil en gestion de patrimoine ? Ok. Et au prorata, aujourd'hui, dans ton cabinet de conseil en gestion de patrimoine, et donc, attends, juste par contre, pour qu'on ait une vue d'ensemble, donc on a ces 2 business, on a au moins un business de plus, qui est celui où on est aujourd'hui. Le studio clé en main ou le Trot Studio, la Tour Montparnasse. Donc ça, c'est... Et t'as d'autres business en plus ? Ou... Ok. Vas-y. Alors, on fait aussi on fait de l'immobilier, donc on a la carte T, donc évidemment on fait de la transaction. Tu fais de la transac ? Ouais, on fait de la transaction. Tu fais de la chasse ou tu fais du mandat de vente, mandat de recherche ? On fait mandat de vente. Après, tu vois, c'est plus à l'opportunité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le... On va chercher les biens. T'es sur Aix et t'as quelqu'un qui t'appelle. Et puis parfois même des clients du cabinet ou des formations qui veulent revendre leurs biens et qui nous... Voilà, ou des connaissances. Mais c'est pas l'activité principale, mais on le fait. Le studio, donc comme on disait, studio clé en main pour créateurs de contenu, puisque ça se développe de plus en plus, la création de contenu. Et avec ma compagne, une agence de communication, où on va accompagner les entreprises. Donc ça peut être pour le montage vidéo, ça peut être pour le marketing en ligne, la communication digitale, etc. Avec du principalement tu m'en avais parlé, focalisé dans le digital du coup. Et alors, tout cet écosystème-là, c'est quoi à peu près le studio, vous êtes 3, 5 ? On est 3.
Vous êtes trois associés, Ouais. et vous êtes 5 autres. Enfin, vous avez une personne, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes... On a une personne qui est en alternance, qui est donc en alternance, Ouais. qui est là pas à temps plein parce que les jours où il y a l'école, il y a l'école. Ouais. On fait appel ponctuellement à une personne qui est en freelance quand il y a Ouais. besoin. Donc vous êtes entre 4 et 5 à peu ouais, près. c'est Ok. Sur l'agence de communication, On est vous êtes deux, deux avec Céline. Ouais. Ok. Et toi, tu t'occupes de chapeauter tout ça ou t'es impliqué dans une société plus qu'une autre? J'essaye de chapeauter. J'étais Ok. très impliqué sur les formations et la gestion de patrimoine parce Ok. que c'était quand même le cœur au début avec la chaîne. Mais moi, si tu veux, tout m'intéresse. Hmm. Par exemple, l'audiovisuel, quel est le rapport entre l'audiovisuel et la gestion de patrimoine? Moi, j'imagine, c'est parce que t'as créé ta chaîne YouTube. Voilà, mais ce que je veux dire, de prime abord, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun rapport. Oui, Si de je prime te parle abord, du triangle d'exposition d'une caméra à ISO, Ah oui, obturation... tu veux dire dans la partie technique, pas dans la partie production de contenu. Exact. D'accord. Il n'y a Ok. aucun rapport Ouais, bien entre sûr. ton régime matrimonial et ton triangle Bien d'exposition sûr, bien d'une sûr. caméra. Ouais, bien sûr. Mais comme tout m'intéresse, Ok. du coup, j'aime bien toucher à tout. Et quand je fais trop longtemps la même chose, après, ça me saoule. Ok. Donc, j'ai besoin, si tu veux, pour m'épanouir, de faire plusieurs choses. Ok. Alors, des fois, on peut... J'ai un copain qui dit ça. T'es ce qu'on appelle un multipreneur alors. Peut-être. Mais tu vois, il y a des personnes qui aiment faire que la même chose, Ouais. être focalisées sur un truc, Ouais. et tant mieux. Et d'autres Ouais. personnes qui aiment bien toucher un petit Ouais. peu à tout. Et toi, t'es plutôt. Ouais, tu j'aime fais bien tout. toucher à tout. Ouais. Et alors, t'en penses quoi de la phrase qui dit si tu veux réussir, il faut se focaliser sur un business? Je te donne l'exemple de Elon Musk qui se focalise sur plein de business. Ouais. Donc, il n'y a pas une règle absolue. C'est Ouais. sûr que tu auras plus de probabilité de réussir en te focalisant que sur un truc. Mais comme on dit, Parce que après, il y a l'exception, ne déroge pas à la Elon règle, Musk, évidemment. si on reprend son parcours, par exemple, il s'est focalisé au départ, tu me dis si je me trompe, je connais pas par cœur son histoire, mais il s'est focalisé au départ sur PayPal, Alors, il a commencé avec des... où il a fait autre chose Et, avant. ouais, mais il a fait en fait, il cartographiait des restaurants, tout ça à New York. Il dormait dans son il a en gros fait fortune avec Avec ça. PayPal. Surtout Sur- avec ça, surtout ouais, avec il a ça revendu, il a fait fortune avec ça. Après, il a lancé, en fait, c'était X.com. Ok, Pour ça, il adore les X. ok. Avec Thiel, celui de PayPal, comment il s'appelle? Je crois que c'est ça, Peter Thiel. Je Ouais, sais pas de conneries. Peter Thiel, ouais. Et, Ouais. et là, après, tu sais, ils ont fusionné, c'est Ouais. devenu PayPal. Là, Ouais. il a revendu, il a effectivement fait fortune. Ok. Et après, Tesla, il n'a pas créé. C'était deux personnes qui ont créé Tesla. Il a Ouais. investi finalement, Ouais, il a c'est ça. repris. Aujourd'hui, les boîtes qu'il a, c'est parce que ça lui sert à un écosystème global. Mais grosso modo, sa force, c'est ce que Oussama me disait, c'est vrai que c'était intéressant. Il disait, lui, son job aujourd'hui, c'est d'avoir une image de marque suffisamment importante pour qu'il attire les meilleurs talents qui bossent pour lui Bien sûr. demain. Parce que lui, il est pas dirigeant il est dirigeant de SpaceX, mais entre guillemets, à mon Oui, avis, oui, s'il est pas 5 heures ou 10 heures par semaine, ce sera le grand maximum parce qu'il a aussi d'autres Bien enjeux, sûr, ouais. à côté. Donc toi, aujourd'hui, sauf si je me trompe, t'as pas des moyens financiers qui sont équivalents, donc c'est vrai qu'il faut passer beaucoup de temps. Est-ce que tu as un focus sur un sujet ou est-ce que justement et c'est un choix, et en plus tu as raison, tu prenais l'exemple d'Elon Musk, j'ai juste voulu reprendre l'exemple pour le détayer, mais à mon avis il y en a plein qui ont lancé des sujets de multipreneuriat. C'est juste que c'est toujours pareil, tu as une doctrine à un moment donné, tout le monde y va, et puis ensuite on fait évoluer cette doctrine. À un moment donné on pensait que la Terre était plate, alors multipreneur ou solopreneur Bien je sûr, sais pas ouais. s'il y a, ou entrepreneur, s'il y a vraiment une réponse qui est la bonne, c'est probablement la réponse qui correspond à ce que tu veux faire. Mais du coup, dans cet écosystème, est-ce que toi, tu répartis proportionnellement ton temps, ou est-ce que tu as vocation à tendre vers plutôt un sujet parce que tu as des objectifs qui font que tu as plus d'intérêt à développer le studio, tu as plus d'intérêt à développer le conseil en gestion de patrimoine? J'essaye, si tu veux, de pouvoir utiliser l'influence et les différents business comme un écosystème, si tu veux. C'est-à-dire que la chaîne YouTube va me ramener des personnes dans la formation et le cabinet de gestion de patrimoine. Ouais. Et le fait de faire des vidéos YouTube, je peux les tourner ici. Ouais. Donc ça va faire marcher aussi cette activité, ça va lui donner de la visibilité. Et du coup, ça va aussi donner de la visibilité à l'agence de communication parce qu'ils voient qu'on fait de la qualité et qu'on peut les accompagner sur la communication. Donc même si c'est pas lié, si tu veux, c'est imbriqué et ça permet d'avoir des synergies entre ces différents business, sachant que je suis pas tout seul évidemment et que il y a des personnes avec lesquelles je travaille, que ce sont des personnes compétentes et que je sais que je peux travailler de manière optimale, quoi. Parfait, c'est ce que je voulais t'entendre dire, donc ça tombe bien. Et donc du coup, pour servir quelle vision? Parce que du coup, tu fais matcher toutes ces boîtes-là, tu crées un écosystème.
tu vois, j'ai un copain qui fait la même chose que toi, mais pas du tout dans le même écosystème, et qui crée son écosystème avec des boîtes qui travaillent ensemble, dans la perspective de devenir venture capital. Parce qu'il sait qu'il fait tout ça, ça lui permet de prendre des participations aux boîtes, etc. Toi, c'est quoi l'objectif in fine ? Il y en a un ou pas ? L'objectif in fine, c'est mon épanouissement personnel et des personnes avec lesquelles je travaille, et avant tout ma compagne, évidemment, puisqu'on travaille ensemble. En fait, si tu veux, on vit 24 heures sur 24 ensemble, on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble, on fait tout ensemble. Ok. Donc, même le sport, vous êtes ensemble ? On fait du sport ensemble, on fait les mêmes exercices, on fait tout ensemble. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble et on fait tout vraiment. Ça, dès le début, ça a super bien matché. Donc, je le fais pour mon épanouissement personnel et pour elle aussi, parce que indirectement, si ça marche pour moi, ça marche pour elle, et on se sent bien et on est heureux. Tous les jours, c'est pas facile, évidemment. Tu sais ce que c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. La personne te dit c'est ça, c'est super facile, c'est qu'elle a jamais entrepris. Donc, déjà pour se faire plaisir. Et comme je te disais, voilà, si je fais un truc qui me plaît pas, au bout je pense que les personnes, si elles ont envie de faire quelque chose, elles le font. Si elles n'ont pas envie de le faire, elles le font pas. Donc à partir du moment où tu t'épanouis dans ce que tu fais, ça te plaît, tu le fais. Donc là, tu crées un écosystème par plaisir et par opportunité pour que tout ça matche. Exactement. Et ça ne sert pas une vision par les... Alors après, par contre, effectivement, tu vois, moi, la vision de ton collègue, qui est un peu la vision de Alex Hormozy, par exemple. Bien sûr. Ça, c'est un truc, à terme, effectivement, ça me plairait beaucoup. Voilà, ça, c'est un truc que, à terme, si je peux le faire, je le ferai. Par exemple, je te disais mes frères. Là, j'ai mon petit frère qui lance sa marque de vêtements. T'as envie de prendre part au capital ? Alors, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est vraiment le pousser. Et qu'il réussisse et qu'il soit capable de le faire lui-même. J'essaye d'y contribuer, donc j'ai mis aussi un petit peu d'argent. T'as déjà des parts au capital alors ? Non, parce que pour l'instant, il n'a pas encore, si tu veux, structuré la société. Donc c'est vraiment à la phase de lancement, il fait des shootings, etc. Il a fait un shooting dans un château golf avec la vue Sainte-Victoire dans le sud. C'est moi qui suis allé voir la personne, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir organiser le shooting. C'était un photographe de Céline, parce qu'elle est mannequin, donc on l'a démarché pour lui demander de venir faire les photos, etc., etc. Donc j'essaie quand même d'y contribuer. Demain, si ça devient plus sérieux, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais je ferai en sorte aussi d'être impliqué pour pouvoir l'aider, parce que c'est tout à la... ça fonctionne. Donc tu as une vision d'un écosystème entrepreneurial, et cette vision du coup de venture capital, comme je viens de dire, elle tend vers la tienne aussi alors. Exactement, sachant que voilà, comme je te disais avec ma compagne, c'est quelque chose qui lui plaît aussi, et j'ai envie de pouvoir le faire avec elle dans le futur. Et tu sais, c'est pas fréquent les couples qui entreprennent et qui investissent ensemble. Mais les vrais couples qui le font, c'est généralement, ils arrivent à faire quand même des trucs vraiment puissants. D'ailleurs, Hormozy, c'est ce qu'il fait avec Leïla, sa femme. Et moi, si je peux le faire avec Céline, je le ferai avec grand plaisir. Ok, hyper intéressant. Ok, très clair. Du coup, sur ton écosystème, parce qu'on est passé un petit peu vite, donc tu disais que vous aviez votre agence de communication d'accompagnement, donc vous êtes tous les deux. Le studio, vous êtes 4-5. La chaîne YouTube, vous êtes combien aujourd'hui ? La chaîne YouTube, aujourd'hui, si tu veux, je suis la figure de la chaîne YouTube. Ça a toujours été moi. Le montage, c'est toi qui le fais ? Non, c'est Céline qui fait le montage et qui fait tout ce qui est communication sur les réseaux. Et pour tout ce qui va être gestion de patrimoine, accompagnement des clients, c'est Dorian, qui était au téléphone d'ailleurs avec David et Florian. Et on a 2 alternants aussi qui nous... Sur le cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine et formation. Les deux ? Ok, d'accord. Donc toi, c'est une seule et même entreprise qui s'occupe... Il y en a deux. Donc Alref Formation et Albert Finance. Ok, ça marche. Ok, donc vous êtes 2 sur la partie... Enfin, 3 sur la partie YouTube. Oui, indirectement. Et 3-4 sur la partie conseil en gestion de patrimoine. Du coup, en tout... T'es aussi associé avec le gars de YouTube sur la partie conseil en gestion de patrimoine ? Oui. Ok. Du coup, si tu veux, au total, sur ces 2-3 activités qui sont quand même en résonance, on serait... alors, on est associé avec Dorian, mais Céline, Dorian, Rémi, Clément et moi, donc 5. Ok, ça marche très clair. On avait oublié quelque chose ou on a fait le tour de... Ouais, pour l'immobilier, voilà, mais l'immobilier, tu vois, comme je te disais, c'est par opportunité. T'as quoi ? T'as une SCI et vous avez acheté... On a 2 SCI. Moi, j'ai 2 SCI. Mais tu vois, je fais de l'immobilier, mais c'est pas mon dada comme le serait la bourse ou d'autres choses. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'entrepreneuriat. Je pense que le meilleur investissement, déjà, c'est en soi. D'acquérir le plus de connaissances possible. Après, évidemment, il y a un coût d'opportunité, c'est-à-dire le temps que tu apprends, tu fais pas autre chose. Et c'est l'entrepreneuriat. Si je devais faire par ordre de priorité, c'est entrepreneuriat, finance, immobilier. Et après, peut-être que j'oublie d'autres choses, mais voilà, c'est déjà les 3 principaux. Pas parmi ce qui t'anime aujourd'hui. C'est vrai que l'entrepreneuriat, en termes de levier d'acquisition
financière et globale, je pense qu'en effet, c'est la plus grosse. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, on parlait de bourse et immobilier, mais indirectement, enfin le plus gros levier, c'est en effet c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. Surtout que si après tu fais bien les choses, ce qui est facile de faire, mais il y a beaucoup de gens qui les font mal, mais quand tu fais bien les choses avec ton entreprise, tu deviens bankable, et après laisse tomber. Exactement. Si tu veux investir. Exactement. Nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On fait beaucoup investir des entrepreneurs parce qu'ils ont leur société commerciale excédentaire qui est détenue par une holding qui est investie à travers une SCI. Mais ok, très cool. Et du coup, alors la vision à 5 ans, la vision à 10 ans, tu parlais d'Alex Hormozy, tu as la volonté, là tu as d'autres projets en tête ou pas est-ce que tu vas plutôt maintenant prendre part à un capital? D'ailleurs, est-ce que c'est le cas ici aujourd'hui? Vous êtes associé avec Celia. On est associé, ouais. Mais est-ce que c'était une idée de Celia et toi t'as dit je rejoins l'aventure parce que ça m'anime? Est-ce que toi tu l'as animé, tu l'as poussé et du coup tu t'es dit on a besoin d'une personne en association pour pouvoir développer le sujet? Est-ce que demain tu vas justement prendre des parts en boîte ou tu vas continuer à développer tes propres boîtes pour cet écosystème? Alors, il y a deux choses pour répondre à tes questions. La première, déjà, c'est la distinction entre entrepreneur, si tu veux, et chef d'entreprise. Il n'y a pas vraiment le terme en espagnol, ça serait empresario et emprendedor. Donc, tu vois, l'entrepreneur, celui qui entreprend un projet de zéro, et l'empresario, celui qui gère plutôt la société, mais qui ne l'a pas vraiment créé. Style, ça serait Steve Cook, empresario, et emprendedor, Steve Jobs. Steve Cook, non. Tim Cook, pardon. Ouais, mais t'inquiète, j'avais compris. Tim Cook et Steve Jobs pour Apple. Ouais, Et moi, je préfère créer des projets de zéro. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime. Il y en a qui préfèrent racheter des boîtes, qui préfèrent... mais c'est des choses qui existent déjà. Moi, j'aime bien créer de zéro. C'est plus dur. Ta probabilité d'échouer, elle est beaucoup plus élevée. Mais c'est peut-être ça aussi mon appétence au risque qui fait que j'aime bien ça. C'est là où tu t'es... Voilà, c'est ce qui m'amuse, quoi. Si tu veux, la vie, ça reste quand même un jeu, même si avec ses hauts et ses bas. Donc autant s'amuser un temps soit peu. Donc tu vas être plutôt sur la partie création, si je comprends bien. Ouais, je préfère la création. Après... Peut-être qu'il y aura une volonté de reprendre des boîtes, peut-être prendre des parts. Quand je disais ça, c'est prendre par exemple demain, investir et aller typiquement qui va être mon associé. T'as quelqu'un qui vient te voir et qui veut développer sa structure. Est-ce que toi, tu t'investis? Par exemple. Oui, par exemple. Okay. Parce que le podcast, c'était ton idée dans ce cas-là? Et du coup, pour te répondre... Attends, juste, je te disais, par exemple, qui veut être mon associé? Pas tout le temps, mais souvent, ce sont des entreprises qui démarrent. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Ouais, mais c'est des entreprises qui ont déjà leur MVP. Elles ont déjà elles ont fait leur go-to-market. Mais pas tout le temps. Tu vois, des fois, tu regardes... Une bonne partie, quand même. Une bonne partie, évidemment. Souvent, ils font déjà du chiffre d'affaires, ça tourne déjà. Alors, c'est pas l'Amérique, mais c'est des boîtes qui tournent quand même un petit peu. Totalement. Mais il y a encore tellement de choses à développer que tu dis... Donc toi, tu serais dans cette position-là, alors? Par exemple, bien que là, j'ai la volonté déjà Plutôt business angel que venture capital, du coup? Les deux peuvent fusionner, si tu veux. Enfin, j'ai pas de préférence particulière. J'aime bien créer des projets, mais comme on dit, la vie est longue et parce qu'elle évolue dans le temps. Tu as des boîtes qui sont un peu dans la partie... lancement projet, c'est leur spécialité. Tu as des entrepreneurs qui font ça, ils accompagnent 10, 15, 20 entrepreneurs, parfois moins à l'année, et ils essayent de partir de zéro, et ils font un truc de ouf, ou pas d'ailleurs. Tu as des business angels qui s'intègrent justement dans cette première partie, souvent précide, voire même un peu avant, et après venture capital où tu vas aller mettre plus d'argent. Alors j'imagine que tes choix vont dépendre aussi de tes moyens financiers, forcément, mais toi dans une vision moyen-long terme, sur cette ligne, sur cet écosystème, tu te positionnerais plutôt sur quelle partie? Franchement, je saurais pas te dire. C'est-à-dire que c'est plus à l'opportunité, le projet, ce qui me plaît. J'ai pas de préférence particulière, si ce n'est que j'aime bien pouvoir apporter quand même ma touche personnelle, ou en tout cas de pouvoir accompagner et dire on le développe. Si c'est juste pour reprendre quelque chose parce que tu as besoin de fonds, tu vois, je m'amuse pas, quoi. C'est comme après, ça n'engage que moi, faire de l'immobilier, ne pas le retaper, rien faire, juste pour le louer, je trouve ça chiant. À la limite, pourquoi pas du marchand de biens ou des trucs, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Il y a des personnes qui prennent plaisir à faire ça, et moi, ou qui se rémunèrent tout simplement comme ça. Bien sûr, voilà, si tu as du cash flow, etc., pourquoi pas. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. C'est-à-dire, acheter un truc, y foutre une personne, le louer, et puis laisser que ça tourne. Toi, tu as envie de mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Donc, tu vas être plutôt sur des business où tu n'as pas la volonté d'avoir X business, tu vas en avoir quelques-uns où tu vas t'impliquer
plutôt Aujourd'hui. que... Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui me plaît. Ouais, parce que t'as l'énergie, t'es jeune et voilà, peut-être mais comme que... je te dis, comme la vie en change, et heureusement, ouais. il faudrait être con pour rester le même toute sa vie. Ouais. Ce que je te dis aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 15, je sais pas. Bien sûr. Mais aujourd'hui j'aime, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, j'aime s'il y a des gens qui nous écoutent et qui recherchent quelqu'un qui a une expérience entrepreneuriale, tu vas être plus sensible à un projet qui démarrera de zéro. Exact, ouais. Parce que c'est quelque chose qui m'anime et j'aime pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, si tu veux. Et alors, t'apportes quoi, du coup, dans ces... Voilà. Et, du coup, je te réponds pour WeProd Studio. Ouais. À la base, quand tu fais de la création de contenu, tu es confronté aux problématiques des créateurs de contenu, qui est comment fonctionne la caméra. Nous, on a passé des heures et des heures parce que j'y comprenais rien, j'ai pas suivi d'études sur le sujet. Donc, comment je l'expose, les ISO, l'ouverture, vitesse de déclenchement, etc. Donc, tout ça, j'y comprenais rien, balance des blancs, blablabla. Mais après, par la force des choses, tu apprends. Et comme je te disais, comme j'aime bien apprendre de A à Z sur le sujet, forcément, j'ai essayé d'apprendre le plus possible. Du coup, tu as la vidéo, tu as l'audio. Après, tu vois, tu as toutes les lumières, comment je m'expose pour pas être cramé sur le visage, que ce soit le mieux décoré possible, etc. Donc, tout un tas de sujets. Et je me suis dit, putain, j'ai quand même acquis des connaissances grâce à la chaîne, grâce au fait que... Tu filmais au téléphone au départ ? Au départ, c'était des dessins, en fait, c'était un logiciel, je me filmais même pas. Okay. Je me montrais pas, c'était de la voix off avec un dessin, ça s'appelle Videoscribe. Et je synchronisais la voix avec le dessin. Et après, quand j'ai commencé à montrer, c'était avec une caméra Fujifilm X-T4, que j'ai toujours d'ailleurs, avec laquelle j'enregistre. Alors ça, c'est des Sony Alpha 7 IV, qui sont... Moi, je préfère. Je préfère ces caméras-là. Ça vaut combien un appareil photo comme ça ? J'ai pas d'idée. T'en as pour 3 000 €. Ok, ah, je pensais que c'était plus que ça, tu vois. Ouais, après, t'as des caméras qui sont beaucoup plus chères. Donc là, t'en as déjà pour 9 000. Okay. Et après, t'as tous les micros, là, je crois que ça vaut 450. Et après, t'as tous les systèmes lumière, table de mixage. Ça fait quand même un sacré investissement. Moi, j'étais à l'ouest, mais je pensais que c'était 15-30 000 €. Ça, c'est plus des trucs pour le cinéma, à ce niveau-là. Mais t'as mieux, hein. C'est très bien, mais t'as miun mieux. Bon, mais pour les créateurs de contenu, c'est très bien. La qualité est géniale. Et du coup... Moi, je me suis dit, putain, c'est un projet intéressant. Et à la base, on voulait le faire sur Aix-en-Provence avec Céline. Donc, on voulait le faire tous les deux. Et on s'est dit, putain... Donc toi, tu avais cette idée de projet. Tu connaissais pas Céline à ce moment-là ? Si, on la connaissait, mais on savait pas qu'elle voulait faire ça. Et on voulait le faire sur Aix. Et après, on se dit, putain, il va y avoir personne sur Aix. Tu vois, t'as eu le flair, hein. Parce que pour le coup, t'as raison, je pense qu'il y aurait eu personne sur Aix. Où ça aurait été plus compliqué. Et puis après, il y avait Marseille aussi. Marseille, c'est très, 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 très mal fréquenté. Et on s'est dit, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde non plus. Il faut le faire à Paris. Et en fait, Célia, si tu veux, Céline faisait le montage vidéo de Célia. D'accord, ok. Et elle lui a parlé du projet un jour. Elle a dit, est-ce que tu serais en mesure de... d'emmagasiner cette charge de travail si tu veux faire le montage des clients, etc. Elle a dit, c'est rigolo parce que c'est ce qu'on est en train de vouloir faire, quoi. Et à ce moment-là, on a commencé à discuter et voilà, ça s'est lancé assez rapidement, quoi. Ok, donc tu as eu l'idée il y a moins d'1 an ? Ok. Vous êtes allé assez vite. On a essayé de faire le plus vite possible. Et vous avez fait un crédit pour le projet ? Vous avez tout financé en fonds propres ? Ok. Donc après, voilà, on a réparti, on est 3, hein, donc bon. Ça fait un certain investissement. Ouais, parce que vous avez dû... là, tout ça, là, les murs et tout, c'est vous qui avez mis tout ça. Toiles, c'est des draps, je sais pas combien non, c'est pas des draps, c'est des toiles. Hein. Ça coûte un certain prix. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a de l'acoustique, en fait. Si tu as comme un petit matelas pour isoler au niveau acoustique. Et quand tu parles, tu as vu, ça résonne pas. Ça absorbe, en fait. Ouais, ok. Moi, je suis tellement loin de tout ça. Tu sais, je sais pas si tu avais regardé une de nos vidéos, peut-être pas, mais tu auras l'occasion de regarder. La qualité, nous, c'était à la Wall Again. Mais la plupart du temps, c'est ça au début. Le seul truc, c'est qu'on avait... au début, on en a fait quand même 43, donc avant de venir ici. Donc... Mais... Tu vois, t'as trouvé le bon endroit, du coup. Ici, pour moi, je t'avais dit, c'est idéal. C'est à 5 minutes de chez moi, donc c'est parfait. Et en plus de ça... on a une jolie vue. Ouais, moi j'adore la tour, je suis client de la tour, donc j'adore l'emplacement est top. Et en plus, malgré tout, tu vois, j'ai des copains qui font des trucs à gauche à droite, donc des fois on se donne les prix. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le début, mais vous êtes quand même les moins chers du marché. Très compétitif. Ouais, vous êtes les moins chers pour l'instant. Ouais. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu. Ouais, non, mais on est très compétitif et puis je pense que vous arrivez à être rentable. Vous pourrez tenir ces prix-là sur le temps long. Je me pose la question. On peut tenir les prix. Aujourd'hui, on approche de l'autofinancement.
Ok. Donc, Oui, tu me disais, je te disais, si tu veux... Ça va être une question de remplissage. Mais même sur la production en elle-même, tu arrives à marger. Parce que je me disais, tu as 2 personnes, tu as le machin. Bon, après, si tu as un volume et que tu as un volume suffisamment important, j'imagine. Mais je pensais que, vu que les autres mettent plus cher, j'imaginais que s'ils mettaient plus cher, c'est parce que... Mais si tu veux, les autres mettaient plus cher parce qu'il n'y avait pas de concurrence au début. Et comme Ouais. tout, le marché fait qu'au bout d'un moment, il y a de la concurrence. D'ailleurs, il y en a de plus en plus qui se lancent. Ouais. Et tu fais tirer. Ouais, mais les tu vois, prix, sur Paris, enfin, j'imagine, on peut, de toute façon, les prix peuvent être publics. C'est quoi, c'est à 150 € de l'heure à peu près ici, c'est ça? Ici, en plus, on est en TTC, donc Ouais, tu c'est récupères ça. la TVA Exactement. et la plupart, ce sont des entreprises. Ouais. Donc, tu es à 120 € de l'heure l'enregistrement où on t'envoie les Ouais, rushs. ouais. Donc, on retraite quand même le son Ouais. pour qu'il soit nickel au niveau de la qualité. Ouais. Et on t'envoie les rushs vidéo. Ouais. Après, tu as 150 € avec un pré-montage. Ouais, c'est ça, c'est ce que je prends. C'est ce que tu prends. Ouais, ok. Où là, on va te prendre de manière dynamique. Là, je parle, donc c'est moi qui serai certainement pointé. Et puis Ouais. après, tu vas parler. Et après, on va prendre en milieu. Ouais. Et après, tu as 360 € de l'heure TTC. Où là, tu as vraiment un montage personnalisé. On inclut des effets sonores, des effets texte, etc., etc. Et après, on peut aussi faire des shorts, ce que tu prends aussi, miniatures, ainsi de suite. Parce qu'en coût, tu vois, moi, de ce que j'avais vu sur les autres qui réalisaient vos concurrents, on est plutôt sur, je crois, ils sont à 200 € hors taxe ou 200 € TTC, mais ça reste pour l'équivalent de ce que je fais avec vous aujourd'hui, qui est donc à 150. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une marge qui est pas négligeable. 50 € de l'heure, c'est pas... Enfin, moi, en plus, nous, là, l'idée, c'est de venir 4 heures minimum, voire même un peu plus, parce que... Enfin, bref, pour tout un tas de sujets, c'est... Voilà, c'est... Bon, pour le coup, en plus, vous êtes à côté. J'avoue que je pense que j'aurais été prêt à payer un petit peu plus cher, même si ça avait été le cas, parce que de toute façon, vous êtes proches. Mais donc, l'emplacement est quand même primordial. Faut pas me le dire, on va t'augmenter les prix, du coup. Ah non, c'est trop tard, on a signé maintenant. Ah, on s'est engagé on s'est pas engagé à l'année. Ouais. C'est mensuel, donc... Bon, puis moi, je ferai diminuer les rétros, j'augmenterai. T'inquiète, on pourra s'ajuster. Non, au niveau des prix, on est hyper compétitif. D'ailleurs, tout le monde nous le dit. Très compétitif. Et c'est aussi une volonté de garder ces prix, en tout cas proches. Ouais, c'est bien. Parce que... Là, je me disais, vu que vous avez commencé il n'y a pas si longtemps que ça, janvier, c'est ça? Ouais, mi-fin janvier en réalité. Ouais, fin janvier, nous on est en avril là, donc ça fait 3-4 mois que vous êtes lancé. Même pas. Ouais, ça fait 2 mois et demi. Février, mars, avril, ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, parce qu'on est début avril. Ouais. Ok. Et du coup, je me disais, vu qu'ils ont commencé il n'y a pas si longtemps, du coup, ils mettent des prix pas très chers pour pouvoir attirer tout le monde, etc. Non, mais pas, puisqu'on faisait moins 50% pour te dire au début. Au départ, et là, on est au prix standard. Ouais. Mais si tu veux, c'est en fait, c'est comme tout. En réalité, c'est pas tant le prix. C'est-à-dire que tu peux mettre le prix, on pourrait mettre 500 € de l'heure, il y aurait des clients. Donc tu peux vendre de la merde très cher et tu peux vendre quelque chose de très bien pas cher. Ouais. Donc non mais c'est très bien. Moi ce que je voulais juste te dire c'est est-ce que du coup la marge tient sur ce business model et tant mieux. Nous on a tout calculé, c'est-à-dire moi si tu veux, comme j'ai fait de l'analyse, j'adore l'analyse comptable et de bilan et analyse financière. On a fait l'équivalent d'un compte de résultat, on a fait des projections de chiffre d'affaires mensuelles, annuelles, etc. Et en fait là aujourd'hui quand je traque on respecte tous les objectifs. Objectif client, objectif taux de remplissage, on a même des objectifs followers sur Instagram, objectif d'avis, objectif de chiffre d'affaires, objectif de charge et donc de bénéfices. En fait, là, on respecte tout, voire on fait même mieux. Et les gens, et vous démarchez beaucoup ou les gens, c'est parce qu'ils voient... Au début, forcément, pour te faire connaître, tu es obligé de démarcher. Moi, à Librairie, pour te dire, quand j'ai démarré pour faire connaître la chaîne YouTube, j'envoyais des messages à tout le monde. Ah ouais. J'étais à la fac, j'écoutais les cours, je prenais les notes, paf, j'envoyais des messages. Donc au début, tu es obligé. Ouais. Et après, forcément, ça sera le bouche à oreille et ça va tourner. Et là, de plus en plus. Là, tu sens que ça commence à venir... Petit à petit. Donc c'est pas encore au niveau auquel on aimerait, mais moi mon repère c'est l'objectif. Tu vois, c'est comme te dire est-ce que je réussis ? C'est quoi la contrepartie de la réussite ? C'est l'échec. Donc si mon point c'est je sais pas moi faire 1000 € par mois c'est un échec, dès que je fais plus de 1000 c'est une réussite entre guillemets. Hein. Donc à partir du moment où j'ai un point de référence, mon objectif, et que je fais mieux ou au moins cet objectif, je réussis. Ouais, bien sûr. Évidemment que je préférais faire 1 million par mois, mais c'est tout le monde. Hein. Ça n'existe pas de faire ça dès le début. Ça peut exister, mais c'est l'exception ne déroge pas à la règle. Si tu veux. Tout à fait. Ok. Mais écoute, super intéressant. Et d'ailleurs, en termes de business, si tu veux bien nous donner un peu une métrique,
tout cet écosystème aujourd'hui en chiffre d'affaires, ou enfin tu donnes un peu les chiffres que tu veux, mais c'est toujours intéressant. T'es à peu près à quel chiffre d'affaires généré sur j'imagine c'est ta holding qui détient l'ensemble des parts dans toutes les boîtes? Non, même pas, parce que je fais un montage différent. Ok, c'est-à-dire lequel? Il faudra venir nous consulter du coup. Ok, ok, mais en termes de chiffre Enfin, j'ai d'affaires... une holding, mais c'est pas... Elle détient 2-3 trucs, quoi. Elle détient pas tout? Non. Ah ok, c'est marrant. Ok, intéressant. Mais du coup, en termes de chiffre d'affaires sur tous les écosystèmes, ou alors les ambitions pour 2024, c'est quoi à peu près en termes de métriques? Pour 2024, sachant que le studio démarre, mais on a quand même des objectifs, si on peut être... Sachant qu'en vrai, tu vois, t'as le chiffre d'affaires, mais après, ce qui importe, c'est le résultat net. Je suis d'accord, mais je peux te le demander, mais est-ce que tu as envie de le partager? Ah oui, je peux les deux, alors c'est très bien. Si au niveau du résultat net, on pouvait faire... allez, tu parles de l'ensemble, on est d'accord. Ouais. Sachant, comme je te dis, ça démarre, donc le studio, donc oui, il n'aura pas non plus un gros par chiffre. exemple, le cabinet en conseil de gestion de patrimoine, ça fait plus longtemps. Si on peut faire... si en résultat net, on pouvait faire dans les 300-400, ça serait pas mal. Ok, bon, bah, c'est super. Ça serait bien. Ouais, c'est un bel objectif. Non, mais carrément. Ok. Et en chiffre après, d'affaires, on paiera beaucoup d'impôts, du coup. Ouais, après, si on peut tu te verses un salaire sur tes non. sociétés? Non, pendant un an, je vis... en fait, je vis sur l'argent que je mets de côté pendant un an. D'accord. Et après, à la fin... Tu verses des dividendes? Non. Ok. Bah, tu veux pas me dire, faut venir te voir, c'est ça? On en parlera après, parce que voilà, quoi. Ok, ça marche. J'ai 2 questions pour conclure. La première, c'est quoi ta passion inavouable? Ma passion inavouable? Alors, passion inavouable, il y a plein de choses. Le temps que tu penses à quelque chose, ça restera entre nous. Mais... alors là, si tout le monde le voit, ça restera pas entre nous. mais il y a plein de sujets. Je peux donner des exemples. Il y en a qui collectionnent des jeux Kinder. Il y en a qui collectionnent des chemises. Ouais. Personne J'ai pas plusieurs centaines de de délire bizarre. Ouais, t'as un truc un passion peu... inavouable. Enfin, j'ai rien à cacher, si tu veux. Donc, passion... Faudrait que je demande à Céline, elle nous dirait. Ouais, non... Ma principale passion, c'est peut-être passer du temps avec elle. Après, c'est pas inavouable, quoi. Donc, ouais. T'as pas un truc que tu fais, un toc, ou je sais pas, tu bois du coca, j'en sais rien. Non, y'a rien que tu fais. Non, franchement, non. L'inverse d'une passion inavouable, c'est je déteste, si tu veux. Enfin, j'y suis jamais allé, mais aller en boîte, boire, fumer, tout ça, j'ai horreur de ça. Ok. Mais et puis mes passions, lecture, entreprendre, tu vois, c'est avouable parce que c'est ce que je fais tous les jours, quoi. Ouais, ok. Non, j'ai pas. Franchement, tu pourras lui demander après, mais je pense pas avoir de passion inavouable. Y a pas un truc que tu fais qui est. Non, après les filles là, tu sais, les Sibling Sisters qui sont venues, ouais. Il y en a une, elle disait la passion. Alors, c'est pas vraiment une passion, mais quand elle se déshabille, elle retire tout d'un coup. Ok. Elle retire, tu vois, toi tu vas retirer ton pantalon, ton slip, ouais. tes chaussettes. Bah, elle a retiré tout d'un coup. Bon, c'est pas une passion inavouable, mais. Ouais, pourquoi pas. Enfin, des trucs atypiques. Toi, tu fais rien d'atypique. Peut-être, mais tu sais, c'est comme le con, il sait pas qu'il est con. Donc peut-être que je fais des trucs et je m'en rends pas compte. Alors souvent, ça c'est l'expérience, mais bon, malheureusement on l'aura pas en micro. Mais souvent l'expérience me montre que quand t'as un vrai truc inavouable, il est tellement inavouable que tu le dis pas sur la caméra. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, mais peut-être. On l'aura pas maintenant. Non mais sincèrement, je sais pas. C'est-à-dire que peut-être que ça va me venir. Peut-être que quand tu vas dans un avion, il faut absolument que tu sois assis. Non, j'en ai rien à foutre moi de la fenêtre, pas de la fenêtre. Je laisse Céline à chaque fois quand même on prend le train ou quoi. Si elle veut se mettre à la fenêtre, je m'en fous. Passion inavouable. Franchement, je sais pas. On n'aura rien dit. Dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Une question que je t'ai pas posée, qui te semble important Mais peut-être que juste sur librairie, je sais pas si j'en ai parlé, les livres, la lecture, c'était librairie effectivement. Ouais, t'en as parlé un petit peu, ouais. Mais du coup c'était ce que j'ai... Oui, c'était exactement ça. Et d'ailleurs quand tu vois le premier nom de domaine, c'était librairie, AI comme librairie. Ok. Riche, collé, riche, okay. librairiche.com. Bah c'est vrai que quand on entend librairie, on entend librairie, je trouve. Donc ouais. Ça marche exactement bien. Exactement ça. Est-ce qu'il y a un sujet qui te semble important d'aborder Bon après, tout ce qui est investissement, finance, etc. Apprendre à épargner, investir, pas tomber dans les conneries de trading ou copy trading. Apprendre. Comment tiens, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure. Je la trouve. Si dans ce cas-là, t'as pas forcément de questions, je me permets de poser un peu la dernière question. Comment on fait, selon toi, si d'après toi il y a possibilité de le savoir, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont probablement intéressés pour soit investir en immobilier, soit faire de la bourse, soit peu importe, de la crypto ou autre. D'ailleurs, des sujets que toi t'abordes. Comment on fait, selon toi, pour justement distinguer quelqu'un qui fait des choses dans la perspective
d'arnaquer, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de profiter de gagner de l'argent et qui regarde peu ou pas le résultat des investisseurs. Et à l'inverse, pour avoir une personne qui fait du bon job. Alors, en gros, le bon influenceur et mauvais influenceur, ça serait un petit créateur de contenu, pour reprendre ton terme. Ouais. Comment distinguer le bon du mauvais ? Comment tu choisirais, toi, si tu devais te former aujourd'hui, comment tu choisirais la personne qui ferait que tu penses que ça te permettrait d'avoir du bon contenu ? C'est comme les inconnus, il y a le bon chasseur. Voilà. Quand il voit quelque chose, il tire. T'as le mauvais chasseur, quand il voit quelque chose, il tire aussi. Ouais. Non, comment faire pour distinguer le bon du mauvais ? Si t'as la réponse, hein, c'est peut-être une question difficile. Hein. Avec le recul, parce que je le vois et que tu as les connaissances pour, entre guillemets, donc tu vois quand le mec c'est un branquignol, tu le vois, tu vois, le mec il te dit tu vas devenir riche en 5 minutes, et là je suis influencé, parce qu'on parlait de l'influence, le Kahneman et les biais cognitifs, voilà, j'ai été influencé par on l'a vu hier soir, on l'a terminé le reportage. Ouais. Aujourd'hui, tu les vois à 2000. Donc, le mec, il commence à se trimballer avec les billets, là. Ouais. Regarde, je suis riche. Et bien souvent, c'est grand genre pour petits moyens. Les mecs, ils ont rien du tout. Ouais. Mais ils savaient, il y avait leur Rolex, la Lambo qu'ils viennent de louer, etc. Ouais. Donc ça, généralement, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Ouais. Ça, c'est gros red flag. Le mec, déjà, il se balade. Et paradoxalement, plus tu vas te balader en Ferrari, plus tu vas te montrer que tu as une vie comme ça indécente, à montrer ta thune, etc. Et plus tu vas amener du monde. Parce que les gens... Ils se projettent, entre guillemets, dans cette réussite. Et tu vois, c'est comme pour les médias, et j'en suis aussi malheureusement coupable, entre guillemets, plus tu vas faire du putaclic, plus tu vas attirer du monde. Alors moi, je m'expose pas avec la thune, tout ça, parce que déjà, c'est pas du tout ma mère m'a jamais éduqué comme ça. Elle m'a toujours dit, souviens-toi d'où tu viens, toujours, me remettre les pieds sur terre. Donc jamais je serai avec une voiture ou quoi, me montrer, ça m'intéresse pas. Mais... si tu dis tout va bien, regardez, il fait beau, on a sauvé tant de vies, etc., personne ne va regarder. Si tu dis il y a eu un attentat, il y a de la guerre, et putain, il y a eu un problème économique, tout le monde va cliquer. Donc forcément, ça, c'est l'humain. Est-ce que je suis responsable au travers de titres, ou est-ce que c'est toi qui es responsable par le fait que tu sois attiré par l'émotionnel ? Ça, c'est un grand débat. Et après, pour distinguer le bon du mauvais influenceur, comme je te disais, le mec qui commence à montrer sa thune, à montrer son mode de vie, son exubérance, alors que le mec, finalement, bien souvent, il n'a rien du tout. Déjà, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Et en même temps, tu vois, je challengeais volontairement parce que c'est vrai que malheureusement, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps vrai. On en a un, par exemple, avec qui on bosse, tu connais, avec le centre de formation que j'ai aujourd'hui, qui est beaucoup show-off. Et pour autant, je le connais parce que de toute façon, je vois bien ses chiffres, etc. Ça tourne vraiment et ça tourne bien, et pas que le sujet des formations. Donc c'est vrai. Alors en même temps, attention, il est pas show-off comme tu dis, il est pas non plus Ferrari, etc. Mais il est quand même du genre à montrer, à rentrer un peu dedans dans sa communication. Et pour autant, a priori, ça semble qualitatif ce qu'il propose. Parce qu'il a compris que ce mode de communication pouvait marcher et attirer beaucoup de monde. Oui. Mais la plupart, en tout cas des gens honnêtes et sérieux, vont pas forcément faire ça. Ouais. Ou alors ils vont être amenés à le faire probablement comme lui parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce que justement c'est ce qui permet d'attirer. Peut-être, mais en tout cas, moi à titre personnel, et ça n'engage que moi, ça me met la puce à l'oreille. Toi t'es dans une méthode 20-80, tu pars du postulat que 80% des personnes qui produisent du contenu, 20-80 du coup là ça va pas fonctionner, mais en tout cas tu pars du postulat que les personnes qui produisent ce type de contenu, il y a une proportion relativement importante qui va proposer du contenu de mauvaise qualité et qui va être principalement dans du show-off. Je te pose la question, moi je le suis. Moi je suis dans cette philosophie-là aujourd'hui, je suis assez d'accord avec toi. Et en même temps, on peut pas leur reprocher pour certains de le faire. Et c'est ce qui fait que certains passent à la trappe parce que du coup tout le monde en rigole. Bien sûr, moi, le premier truc qui m'embête, c'est que t'as de plus en plus de personnes qui se lancent. Et tu dis, ouais d'accord, mais c'est parce que tu as mis 1000 balles en bourse que ça y est, t'es formateur en bourse et que tu connais. Déjà, si t'as pas un minima vécu une crise, notamment par exemple celle de 2020, et que t'avais pas de thunes et que t'as pas vu ce que c'était faire perdre 40-50% de ton portefeuille, tu sais pas ce que c'est vraiment investir en bourse. Je te parle de la bourse pour moi parce que j'ai un profil financier. Si t'as pas montré que t'as fait quand même de l'investissement immobilier et t'as acquis une certaine expérience, ça s'apprend pas dans les bouquins. Déjà, tu vas être moins légitime. Et aujourd'hui, tu as plein de gens, ils ont 10 000 balles en bourse, ça y est, ils pensent que c'est des grands investisseurs financiers. Globalement, et d'ailleurs, on terminera peut-être là-dessus, je ne sais pas si tu es d'accord, mais à ma grande surprise, pour côtoyer beaucoup l'écosystème, je suis extrêmement surpris
Alors, de la bonne foi des gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont de bonne foi et qui veulent malgré tout bien faire, même si d'ailleurs leur communication est parfois reprochable, mais du niveau de connaissance de l'écosystème. Et t'en as même qui ont pignon sur rue, et Oui. je donnerai pas les noms, mais qui font pareil des formations et qui eux envoient beaucoup en ads. Et les mecs, alors moi paradoxalement je déteste les réseaux sociaux. Donc je suis sur les réseaux parce que je sais pertinemment ça t'apporte et que c'est un mode de communication. Et bon, agence de communication, donc je sais que c'est important. Et je déteste les réseaux. Je déteste Facebook, je déteste LinkedIn parce que c'est un truc 10 000 euros. Voilà, on a fait tous 10 000 euros sur LinkedIn, c'est le SMIC, de LinkedIn. Instagram, j'ai horreur des réseaux sociaux et je regarde pas beaucoup de vidéos YouTube. J'en regarde c'est un espagnol, c'est Juan Randrayo, parce que j'adore cet économiste, il m'a beaucoup influencé dans ma manière de penser et dans ma théorie économique, si tu veux. Donc lui, je le regarde, et même pas tout le temps. Mais si tu veux, je regarde pas beaucoup les vidéos. Par contre, une fois, j'ai vu une vidéo d'une personne, et le mec, il te parle de PER, donc Price Earning Ratio, en bourse, pour savoir s'il est surévalué ou pas surévalué. Et il te dit des trucs, mais n'importe quoi. Bah, y en a plein. N'importe quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mais là, le problème, c'est que quand tu es face à ton écran, face à ta caméra, et que tu as quelqu'un qui a aucune connaissance dans le domaine, qui te regarde, waouh! Parce qu'il te parle un peu chinois, putain, le mec, il utilise des termes et tout, waouh, il est bon. Plein. Mais prends, soit en face de quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, mais tu vas te faire déglinguer. Tu vas te faire déglinguer. Tu sais même pas analyser un bilan comptable, tu me fais une analyse fondamentale, pété, parce que le PER, a priori, c'est quand même de l'analyse fondamentale, hein, tu auras le bénéfice par action, etc. Montre-moi le bilan, montre-moi le compte de résultat. Là, c'est le compte de résultat, le BPA, mais tu sais même pas faire une analyse comptable. Non, mais que ce soit sur ce sujet-là ou l'immobilier, l'ensemble des sujets, la crypto, j'imagine, je connais moins le sujet, mais c'est, à ma grande surprise, il y a un niveau de... Et c'est aussi ce qui porte, je pense, globalement préjudice. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait... Après, globalement, ça délivre quand même de l'information, même si elle est imparfaite. Et je pense que ça a quand même contribué positivement à une éducation mais ça, c'est clair. Il y en a de plus en plus, et que tu le veuilles ou non, il y a des gens malhonnêtes. Il y a une structuration du marché qui se fait quand même au fur et à mesure. Et ça, c'est tout le temps. Tous les marchés, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a personne sur ce marché. Ensuite, il y a des opportunistes qui se lancent. On les aime directement, malgré tout. On se lance. Et puis après, si tu veux, ça se draine, ça se filtre. Les pourris sont évincés. Et les gens qui apportent de la valeur restent. Tu as aussi l'État qui met aussi un peu un grain de sel dedans et qui permet aussi de trier un petit peu ça. Des organismes sérieux qui commencent à se développer, mais c'est normal. Mais en tout cas, je pense que globalement, la mission est saine et que les gens essayent de... Par contre, effectivement, tu as de plus en plus de jeunes qui se lancent dans le domaine, qui veulent apprendre. Pas suffisamment. Tu vois, on a fait un micro-trottoir la semaine dernière à Aix, et j'ai été surpris qu'on a interviewé quand même quelques jeunes. En fait, on a plein qui ne s'intéressent toujours pas. Ils s'intéressent toujours pas, et c'est quand même dommage, parce que... C'est que l'école fait bien sa mission. C'est quand même des sujets d'actualité. Avec la réforme des retraites, etc. Donc, tu as tout intérêt à t'intéresser au sujet, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, ça va venir plus vite que prévu, même si on est jeune, ça va venir plus vite que prévu. Et après, les personnes qui n'ont pas pris les mesures suffisantes se retrouvent à, attention, pas toutes, et je ne veux pas généraliser, ça peut paraître, je veux pas être méchant, mais à manifester, te dire, mais putain, parce qu'on m'a arnaqué sur un système pyramidal. On m'a dit, t'inquiète pas, tu cotises pour avoir une retraite et tu génères le droit d'avoir une retraite. Non, t'as pas cotisé. Ce qu'on a pris d'une main, on l'a reversé de l'autre. T'as généré l'espoir d'avoir une retraite un jour, mais en fait, c'est qu'un espoir. Et aujourd'hui, quand tu génères un droit, si tu veux, et là, c'est un droit vis-à-vis de l'État, d'avoir une retraite, aujourd'hui, quand tu as un droit vis-à-vis de quelqu'un, un droit de créance par exemple, donc tu as une dette, tu es endetté vis-à-vis de moi, donc j'ai le droit de créance vis-à-vis de toi, si tu ne me payes pas, je peux t'attaquer pour que tu me rembourses. On va saisir le bien, etc., etc. Aujourd'hui, c'est vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, si je veux attaquer l'État, qu'est-ce que je dois faire? Où je demande mon droit, tu vois. Les institutions internationales, mais les institutions internationales, pour faire appliquer le droit à un État, c'est que si l'État veut s'y soumettre. Oui. Et puis, l'État, il va pas s'y soumettre. Non, et puis déjà, on te dit que les guerres, c'est pas forcément bien et personne ou pas grand-chose. Oui, après, on respecte quand on veut, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quand ça arrange. Non, mais c'est sûr, hein, de toute façon. Mais après, en même temps, le système,
d'un côté, t'as ce côté où t'as envie de te révolter, et je me reconnais un peu dans ce que tu dis, où t'as envie de te révolter, et en même temps, le système est fait d'une telle manière que les gens, on éduque les profils pour qu'ils ne s'intéressent pas forcément à ces sujets-là. Bien sûr, bien sûr. Donc finalement, c'est juste reconnaître que les personnes qui ont fondé ce système l'ont fait de manière brillante, et qu'aujourd'hui ça fonctionne encore malgré le fait qu'on ait de plus en plus de communication, et qu'il y ait des gens qui essayent de démocratiser le sujet et de partager l'information. Et c'est pour ça que voilà, ça, même s'il y a des dérives, il y a toujours des dérives, c'est toujours mieux que de rien faire et de laisser... Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent. Après, on pourra en parler des heures. Ouais. L'État reste quand même une mafia acceptée de manière généralisée. Et d'ailleurs, il y a un bon livre sur le sujet, c'est Homo Domesticus, pour voir comment les États se sont créés. Et tu te t'as le Léviathan, où tu as cette domination de l'État sur l'ensemble de la population, et qui t'impose après des sujets. Mais c'est un enjeu, vas-y. Moi, ce que je dis à chaque fois, ça peut paraître provocateur, tout ce que tu veux. Après, c'est ma philosophie, parce que j'adore l'économie et la philosophie. Moi, j'ai plus un profil, si tu veux, libertaire, libéral-libertaire. Un peu. Après, je sais que tout n'est pas... Le monde des bisounours, ça n'existe pas, il y a quand même des limites. Mais quand je demande quelle est la différence entre une mafia et un État, si ce n'est le fait que l'État, c'est une mafia que tout le monde accepte, le contrat social de Rousseau, moi j'ai jamais rien signé, on n'arrive pas à me donner la différence entre les deux. Si ce n'est que l'un, d'un point de vue réglementation, est accepté, et que l'autre, c'est un délinquant. Mais en gros, ça fonctionne de la même manière. Mais moi, je suis d'accord. Après, la vision que j'ai, c'est de toute façon, actuellement, j'ai pas l'énergie, je dirais, pour avoir un impact direct ou indirect probablement, mais direct, pour pouvoir modifier cette situation. Les règles du jeu, on les connaît, donc essayons de jouer de la meilleure manière. C'est aussi simple que ça. Comme il disait, je sais pas si tu as vu la vidéo sur la chaîne YouTube, ça on l'a vu, Légende, avec le coach en charisme. Oui. Qui est super quand même. Et il dit, il n'y a pas de mauvaise... Moi, je l'avais pas vu au départ, que c'était de la connerie. Non plus. Il fallait pas le dire, t'as spoilé maintenant. Et il dit, il n'y a pas de mauvaises règles, il n'y a que des mauvais joueurs. C'est un peu ça. Donc tu t'adaptes aux règles du jeu et tu fais en sorte d'être un bon joueur. Bien sûr. Non, mais lui, c'est typiquement ça. Lui, il t'explique. Mais, enfin... De toute façon, en fait, je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de comprendre les règles du jeu, d'essayer de voir comment elles fonctionnent. Typiquement, pourquoi l'investissement, ça a toujours fonctionné, ça fonctionne toujours, c'est que moi, ma théorie d'un point de vue économique, c'est qu'on est sur un système, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais je l'ai toujours dit, continuellement inflationniste, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de personnes alors pour plein de raisons, mais celle que je vois, la principale, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font un job qu'ils n'aiment pas, et pour les motiver tous les ans de continuer à travailler, on leur fait croire qu'artificiellement, alors c'est le cas quand même, globalement les études montrent qu'on a un pouvoir d'achat qui augmente. Souvent on a l'impression que non, mais en fait le pouvoir d'achat augmente. Mais on t'augmente ton salaire tous les ans, on t'augmente le SMIC, et puis par effet de ricochet les autres salaires augmentent de quelques dizaines d'euros tous les ans, et comme ça les gens se taisent et continuent parce qu'ils se disent je gagne un peu mieux que l'année dernière. Bien sûr. Et donc cette continuité inflationniste se répercute sur tout un tas d'actifs, et donc en fait c'est pour ça qu'acheter un actif, que ce soit de la bourse, peu importe, immobilier, etc., in fine, si tu respectes bien cette courbe et que tu fais pas n'importe quoi, ça fonctionne dans le temps, et c'est pour ça qu'on n'invente rien, mais simplement distribuer cette information que trop peu de personnes écoutent ou regardent, parce que on les a invités à faire autre chose. Tu vois, tout à l'heure j'étais avec des gars sur le sujet de l'immobilier, ils ont découvert le sujet à 35 ans, alors c'est pas super tard, mais c'est fou de se dire que même aujourd'hui dans le système dans lequel on est, avec toutes les sources d'informations qu'il y a, et parfois ça fait même l'effet inverse. C'est pour ça qu'on dit que des fois c'est désagréable d'avoir des personnes qui en font trop, même si c'est des sujets de communication, parce qu'en fait ils font l'effet inverse. Quand tu as un truc comme Cash Investigation, finalement ça porte préjudice à tout le monde, parce que du coup tout le monde passe pour des peintres, il n'y a pas que eux au passage. Moi quand j'ai fait Audencia à Nantes, quand j'étais à Audencia, quand je faisais de l'investissement immobilier, tout le monde disait tu vas être formateur, et puis se foutait de la gueule de tout le monde. Alors que les personnes qui font ça, ils essayent tant bien que mal de le faire. Ils sont obligés aussi d'avoir un peu de show-off, parce que s'ils en font pas et qu'ils font pas de provocation, il y a personne qui les regarde. Totalement. Donc ça marche pas, et d'un point de vue économique, il faut quand même qu'ils gagnent de l'argent. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est un jeu d'équilibriste, pas facile à trouver, mais essayer de comprendre au maximum les règles du jeu, bien voir les grands mécanismes, et après se positionner là où on a un intérêt par rapport à ses intérêts personnels. Toi et moi, je pense que tu l'as dit, toi c'est la liberté, moi j'ai un peu cette philosophie aussi qui me convient bien, et
essaye de construire ta situation pour qu'elle réponde à ce besoin-là. Mais par rapport à ce que tu disais, les salaires, etc., quand tu vois que tu as Keynes, son principal livre, j'ai plus le titre, alors que c'est quand même le livre le plus lu par les professeurs, et ça me fait chier de plus l'avoir parce que je l'ai à la maison. Je l'ai pas non plus. C'est la théorie, je sais plus, bon, ça m'énerve. Parce que j'allais dire les grandes théories économiques, mais Keynes, son principal livre, qui est sorti en 1936, si je me trompe pas, et j'en suis quasi sûr que c'est en 1936, mais je me rappelle plus du titre. J'ai pas l'information, je le connais parce que je l'ai vu X fois en cours, mais... Et qui te dit, il vaut mieux qu'il y ait de l'inflation plutôt que d'augmenter les impôts. D'accord. Alors que tu confonds du coup valeur nominale, valeur réelle. Quand tu déflates, c'est l'enjeu de la crypto-monnaie vis-à-vis de la monnaie. Et du coup, et que la plupart aujourd'hui des politiciens ou des économiques sont influencés par ce guignol, forcément, forcément, ça rejoint ce que tu disais. Tu donnes la sensation que tu gagnes plus, etc. Mais en termes réels, c'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que le pouvoir d'achat tend à évoluer, non pas par les politiques, grâce à leur intervention, mais par le fait que la technologie s'améliore, par le fait qu'il y a de l'innovation et par rapport aux entrepreneurs qui améliorent la vie des gens. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui a inventé un ordinateur, qui a inventé Apple, etc. Alors après, tu as Macujo, l'italienne, là, qui te dit oui, indirectement, c'est l'État qui a subventionné. Arrêtez vos conneries, d'accord. Ça n'a strictement rien à voir. Celui qui a pris du risque, celui qui a mouillé, celui qui vraiment s'est mouillé, qui a vraiment travaillé, qui a joué sa peau, comme il dit Taleb, c'est l'entrepreneur. Ouais. Il y a un terreau qui, quand même, on n'aurait pas le système organisé comme on a aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire ce qu'on fait, toi et moi, aujourd'hui. Mais ça, après, voilà, par contre, c'est le système juridique. C'est la loi qui doit permettre de pouvoir se structurer et s'organiser. Mais ça, je veux dire... C'est séparation des pouvoirs, quoi. C'est pas le politique. Toi, t'es dans une vision système régalien, armée, police, justice, et après le reste, laisser l'économie. Totalement. C'est pas le politique, c'est la loi qui doit être claire, précise, qui doit être suffisamment transparente et ne pas trop intervenir pour laisser libre cours à l'inventivité, à la créativité, à l'entrepreneuriat. Et un État interventionniste, alors après, tu vois, pour aller par exemple dans un autre sujet, un sujet qu'on connaît tous les deux, le sujet par exemple du financement avec du CPF, le fait d'en avoir et d'avoir cette obligation d'État qui permet de disposer de ce type de sujet, ça permet à des personnes de lancer aussi des sujets sans pour autant avoir une communication qui soit trop show-off parce qu'ils ont plus de facilité à commercialiser et donc de développer mais là pareil, les gens cotisent, c'est-à-dire que les gens paient, donc tu vois. Oui, mais s'il y a bien sûr, mais il y a une intervention de l'État pour les inciter à tendre vers ça, donc c'est pas toujours que négatif. Ouais, alors moi tu vois par exemple, avoir cette idée. Bien sûr, non mais ce que je disais, tu vois, il y avait d'ailleurs, c'est dans quel livre ? C'est dans un livre d'un économiste américain avec la page de couverture, c'est des moutons là, j'ai plus le nom en tête. Et en fait, il dit, tu as deux systèmes. Tu as le système, si tu veux, incitatif et tu as un système un peu interventionniste. Et c'est par exemple, je crois que c'est en Autriche. Je vais dire Owens, mais je dis peut-être des bêtises, mais vas-y. Je crois pas, j'ai plus le nom. Et donc, il te donne l'exemple, encore une fois, je crois que c'est en Autriche. Par exemple, quand tu décèdes ton don d'organe, tu vois, c'est le don d'organe. Donc par défaut, c'est oui. Par contre, tu peux t'y opposer. Nous en France, par défaut, c'est non. Et tu peux vouloir donner tes organes. François Hollande, il a changé. Il a changé ça. Maintenant, par défaut, c'est oui. Ok. Depuis François Hollande, par défaut, c'est oui. Alors j'ai pas suivi. Mais donc, c'est juste pour donner un exemple. Avant François Hollande, donc avant 2013-2014, quand ça a dû être voté, en effet, c'était ça. Voilà, mais c'est juste pour donner un exemple. Un pays qui par défaut est oui, et tu peux t'y opposer, la population s'en rend même pas compte et va avoir tendance du coup à donner ses organes indirectement. Et la population par défaut c'est non, et il faut faire la démarche de vouloir le donner, mais tu auras très peu de personnes qui vont donner. Et donc là c'est la même chose, il faudrait plutôt un système incitatif où par défaut tu apprends. Ce qui est le cas avec le CPF indirectement. Parce qu'on t'oblige en te disant tu l'utilises pas, mais du coup tu dois te former sur un sujet. La différence, c'est que c'est de l'argent que tu aurais pu avoir toi-même, si tu veux, et que tu aurais pu dédier. Alors, on pourrait t'obliger, si tu veux, à te former. Pourquoi pas ? C'est le cas aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, la plupart des gens, moi, il y a plein de gens, on leur dit CPF. Déjà, c'est quoi le CPF ? Ils savent même pas combien ils ont. Donc, plutôt te dire, tu vois, un petit peu comme en Suisse, tu dois t'assurer, mais tu choisis ton assureur. Mais tu dois t'assurer. Et là, tu dois te former et tu choisis ton formateur. Et pas, tu cotises à la formation, mais tu ne sais même pas ce que tu as, tu ne sais même pas où tu le fais. Et ça serait peut-être mieux en tout cas. Mais comme tu regardes, là, je voyais une publication pour payer 2500 € à un employé, un salarié, tu payes 4000 € de charge. 4000 €.
Moi, je préférerais avoir les 4 000 € et me démerder à m'assurer, à me former, à payer tout ce que je dois payer, ma retraite, l'investir, etc. Ouais. Mais qu'on m'explique, qu'on ait cette démarche pédagogique pour que je puisse le faire. Moi, je suis d'accord. Plutôt que ce soit paternaliste. Je suis d'accord, mais en fait, alors, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que ça, c'est un système qui est intéressant pour des mecs comme toi et moi. Des mecs qui sont. C'est pour ça que je te disais, je sais que le monde des bisounours n'existe pas. Oui, puis on va pas faire de fausse modestie. On sait qu'on est plus intelligent que la moyenne et qu'on fait des choses qui sont différentes de tout le monde. Ça, je sais pas moi. Non, mais en tout cas, sur certains sujets, en tout cas, une clairvoyance par rapport à d'autres personnes. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un système comme celui-là, il y aura un écart auprès des populations qui sera encore plus flagrant que celui qu'on connaît aujourd'hui. Sauf s'il y a des personnes comme toi et moi, ou comme d'autres personnes qui ont un objectif louable d'éduquer, j'aime pas trop, mais d'avoir cette touche pédagogique, d'essayer d'informer les gens. Tu vois, c'est comme... mais on peut le faire dans un système comme celui qui existe aujourd'hui. Regarde, tu le fais... Oui, mais ça n'empêche pas que derrière, t'as pas tout cet argent, si tu veux, que tu cotises, qu'on t'oblige à cotiser, qui n'est pas vraiment dans ta poche, et que tu pourrais dédier à tout ce que je te disais précédemment. C'est-à-dire que, en gros... oui, je suis d'accord, mais le truc, c'est que justement des personnes comme toi et moi qui avons vu ces sujets-là, ou d'autres personnes qui ont pu avoir une éducation, etc., on leur file cet argent-là, ils vont savoir quoi en faire. Mais il y a plein de gens. Tu leur files 1500. C'est pour ça que 2000, dès le plus jeune âge, 5000. Exact. C'est pour ça que dès le plus jeune âge, il faudrait pouvoir avoir cette pédagogie, cette éducation pour leur dire que, ok, attention. Ouais. Vous allez commencer à rentrer dans le marché du travail, et plutôt que te dire, tu vois, c'est exactement le même, c'est parallèle. C'est au lieu de te dire, apprends à faire une lettre de motivation et un CV. C'est ce qu'on nous dit à peu près quand on est à l'école. Plutôt essaye de comprendre c'est quoi les formes sociétales, l'IS, l'IR, etc. Les différents. Apprends à gérer ton argent. Ben là, c'est la même chose. Tu vas rentrer dans le monde du travail. Tu vas gagner de l'argent. Apprends à faire quelque chose avec cet argent et ne pas le gaspiller inutilement. Ouais, mais alors, je suis d'accord avec toi, mais pareil, vision générale. Et là, je suis d'accord dans l'esprit... d'aider, alors même si en plus on peut aller dans ton sens en se disant d'un point de vue entrepreneurial on pourrait peut-être trouver des solutions, et d'ailleurs je pense que ce système pourrait être intéressant, mais de l'autre côté aujourd'hui aussi, pourquoi ce choix-là n'a pas été fait ? Parce que j'imagine que les personnes qui décident, elles ont au moins un minima autant d'informations que nous, sinon bien plus, et qu'elles comprennent les choses bien différemment. C'est que ce choix-là il a été fait, et tu le sais bien, pour la simple et bonne raison que on a besoin de tout pour faire un monde, et il y a des tâches où c'est malheureux de dire ça, mais on est bien content d'avoir certains profils pour faire certaines tâches à certains endroits, et d'avoir cette distinction, et qui permet justement de faire avancer le système, parce que si tu avais des gens plus intelligents entre guillemets, ou plus éduqués, ces tâches-là elles auraient pu être automatisées. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je te dis, dans un monde entrepreneurial, mais en même temps le système dans lequel on est aujourd'hui, il a été construit il y a plusieurs, je veux dire, cette automatisation comme tu dis, c'est une réflexion qu'on a nous aujourd'hui, parce que on a cette digitalisation de la société, etc. Et d'ailleurs peut-être le modèle va évoluer aussi, probablement que l'éducation dans les prochaines années ça va être fortement challengé avec l'intelligence artificielle, etc. On n'a plus les mêmes besoins qu'on avait avant. Mais là on est peut-être à la fin d'un cycle sur un sujet d'éducation, d'apprentissage, et qui correspond à un système du XXe siècle, du début du XXe siècle. On sait très bien que le système éducatif est toujours avec 20 ans de retard. On avait des industries, on avait besoin d'avoir des personnes qui travaillaient à la chaîne, etc. On n'avait pas forcément de machines pour automatiser, donc la meilleure manière de le faire, c'est... Voilà. Donc c'est juste qu'on construit un système en fonction des besoins, et après là je pense qu'on arrive dans un système ou une situation où, de par la digitalisation, on a une accélération extrêmement forte des apprentissages, du développement, et donc en effet on forme des gens sur des sujets. C'est pour ça qu'il y a une asymétrie de plus en plus, où on se dit l'école finalement ça sert à quoi ? Ça sert à probablement plein de choses, mais aujourd'hui ça reste quand même imparfait par rapport aux besoins et aux recherches des gens. Quand tu dis que tu es entrepreneur, aujourd'hui c'est la classe, tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde a envie d'être entrepreneur, pourtant t'as combien d'écoles aujourd'hui qui forment à devenir entrepreneur ? Donc l'investissement, quand tu dis que t'es investisseur, tout le monde a envie d'être investisseur, mais qui forme à faire de l'investissement ? À part justement ces profils-là sur Internet. Donc je pense que c'est tout l'enjeu. Je pense que c'est aussi là où il faut qu'on soit vigilant, c'est toute cette vision, mais c'est normal, un peu on est jeune, on a envie d'être révolté, mais un peu hâtif parfois, où on se dit ah là là, machin. En même temps, je pense qu'il y a des choix où tu peux pas les faire comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il devrait y avoir peut-être des changements un petit peu, essayer de bousculer tout ça. Et en même temps, tu as des personnes qui ont certainement 80 ans, qui sont à certains sommets de l'État sur certaines positions, et qui n'ont pas du tout envie que ça bouge, parce qu'ils n'ont plus envie de faire l'effort, ce que je peux comprendre aussi. Et donc ça, on en pâtit aussi beaucoup.
Donc, c'est pour ça que tu as plein de gens qui se cassent de France au bout d'un moment et qui... qui font des choix différents. Et bien sûr, et de toute façon, ce que tu viens de dire, c'est des choix de politique qui ont... Je pense, t'imagines, tu parles de Dubaï ou d'autres secteurs, où en effet, puisqu'ils ont un modèle qui est beaucoup plus récent, parce que c'est des États qui sont beaucoup plus jeunes, et bien du coup, ils ont pu s'adapter beaucoup plus facilement aux besoins d'aujourd'hui et attirer les meilleurs profils. Question de mentalité aussi. Je veux dire, quand même, aujourd'hui, en France, t'es entrepreneur, tu dis tout le monde veut être entrepreneur, mais après, ça dépend aussi de ton bord politique, si je peux dire ça comme ça. Je veux dire, t'as des gens, l'entrepreneur, c'est un enculé, qui gagne de l'argent. Quand je dis entrepreneur, c'est tout le monde les gens, globalement, ils ont envie de travailler pour eux. Les gens, ils recherchent la liberté. T'as personne qui a envie d'être en prison. Enfin, prison, j'exagère, mais tu vois, les gens ont envie de liberté. Alors, est-ce que c'est de l'entrepreneuriat d'un point de vue pécunier pour gagner un maximum d'argent ? Est-ce que c'est pour aider des gens à travers de l'associatif ? Pour moi, quelqu'un qui crée une association, qui lance son association, c'est de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Alors, ça l'est. C'est juste que c'est une manière différente de voir les choses. Mais je pense que globalement, de toute façon, l'être humain est un animal social, mais qui a besoin aussi d'avoir sa liberté. Et c'est pour ça que les gens veulent tendre vers ce système-là. Et en même temps, ça leur fait du bien d'être sécurisés. Et c'est pour ça que on a constitué ce système. Maintenant, là où c'est vrai là où on doit être vigilant, c'est que tu as des États qui se développent beaucoup et qui ont compris ça parce qu'ils ont une méthodologie qui est beaucoup plus récente et qu'ils ont vu les nouveaux besoins. Et c'est vrai que nous, cette transformation, il faut aussi qu'on prenne le pas. Même si on a des choix qui sont quand même globalement... Tu vois, on parlait par exemple de l'éducation. En France, on a des écoles de très bon niveau d'un point de vue ingénieur, ce qui nous permet de nous rester quand même à la pointe de la technologie, ce qui est dommage. On a cette fuite de cerveau sur certains pays parce que eux, ils ont compris que ces cerveaux-là pouvaient être attirés d'un point de vue financier. Je pense notamment évidemment aux États-Unis qui payent bien mieux pour certains postes équivalents. Mais sur le principe, on a quand même, tu vois, j'en parlais avec Francis Lelong qui a cofondé Allegria, qui est un sujet de formation et il a fait tout un tas de boîtes dont Sarenza, un sujet de formation pour l'intelligence artificielle. Et il semblerait qu'on soit très en avance sur ce sujet-là, qui est un enjeu majeur pour demain. Ah bon, on connaît le dicton, les États-Unis innovent et l'Europe réglemente. Ouais. Et la Chine copie. Ouais, après, peut-être que on verra comment ça évoluera dans le temps. Mais bon, en tout cas, de toute façon, je suis assez persuadé que les décisions qui sont prises, elles sont prises pour des raisons rationnelles qui, en tout cas, permettent à des personnes, à des élites, à un moment donné, de continuer dans leur situation. Il faut comprendre quels sont leurs intérêts à eux, essayer de les anticiper et du coup, de tendre dans ce qui sera le plus intéressant pour toi. De toute façon, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas les cartes pour changer ce sujet. Donc, essayons de nous adapter à la situation. Améliorons au moins notre situation. Comment ? Améliorons au moins notre situation. Essayons de jouer avec les cartes qu'on peut avoir et se donner les moyens. Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être mieux pour toi et moi, mais je pense en tout cas, ce que je constate, tu vois, moi j'aime beaucoup aussi l'écosystème entrepreneurial parce que globalement, c'est des gens qui sont heureux, c'est des gens qui ont le sourire, c'est des gens qui sont contents. Et c'est déjà très bien. Et c'est toujours la plupart du temps, c'est des gens quand même qui ont soit une histoire, soit quelque chose qui a fait que. Ouais, oui, probablement, certainement, il y a de ça aussi, mais c'est des gens qui sont optimistes. Moi, de toute façon, entreprendre, déjà, il faut être un minimum optimiste parce que si t'es pessimiste, ma boîte va faire faillite, non, je me lance pas. C'est compliqué. Non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est des profils qui permettent aussi de faire avancer les choses, faire bouger les choses, qui sont agréables à côtoyer. Et aujourd'hui, toi et moi, je pense qu'on est aussi heureux pour ça parce que indirectement, tu l'as pas dit, mais ton studio de podcast, c'est aussi, j'imagine, le moyen de faire du réseau, de rencontrer plein de monde, etc. Preuve en est, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, je pense que voilà, on a notre jeu de cartes. C'est compliqué, malheureusement, on peut pas aider tout le monde, mais déjà, on essaie de faire les choses à peu près correctement et on verra comment ça impactera dans le temps. Parce qu'un jour, on sera à la place de ces personnes-là. Peut-être. Qui sait. Bon, merci beaucoup. C'était cool d'échanger avec toi, en tout cas. Merci à toi. Et puis, à très vite. À très vite. Salut.